Environnement, climat, deux mots qui n'ont jamais autant compté qu'en ce moment. Et je pense qu'ils n'ont jamais été aussi présents non plus sur le site internet de Charente Libre, dont je salue le directeur général Marc Dufault qui est ici, ni dans le papier, ni sur le print, comme vous avez pu le voir dans un supplément récent. Au point que Charente Libre a décidé de proposer cette soirée, c'est une première, une soirée des trophées du climat et de l'environnement. Deux mots-clés qu'on va commenter évidemment ici en direct depuis Bois-Bûcher. Très beau domaine qu'il faut encore venir découvrir, même pour les Charentais, même pour les gens qui sont dans cette salle, et on vous remercie toutes et tous d'être ici. Et puis aussi le message, il va à tous les internautes qui nous suivent, soit en direct, soit en différé, parce que ça sera retrouvé sur charentelibre.fr évidemment. Mais tout de suite, pour parler de cette évolution, de cette transformation, on a plein de mots, de cette mutation, je vous demande d'accueillir Armel Leny, le directeur de la rédaction de Charente Libre. Armel, bonsoir. Je saluais la direction générale de Sud-Ouest, de Sud-Ouest et du groupe qui a lancé Déclic. Vous avez ce soir avec Charente Libre, on est ravis d'être là. Vous avez décidé de vous engager. Les engagements à Charente Libre, ça prend du poids et souvent ça donne des soirées comme celle-ci. Vous l'avez déjà fait. Pourquoi cette année? Pourquoi cette thématique? Alors d'abord, effectivement, Charente Libre souhaite jouer un rôle de fédérateur sur le territoire. On le fait depuis un certain nombre d'années avec les Charentais de l'année. On le fait aussi dans le domaine de l'économie. Il nous a semblé aussi important de mettre en valeur tout ce qui se passe en matière d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Nos pages en sont remplies quasiment tous les jours. Il y a des articles sur des initiatives intéressantes. On nous reproche souvent à nous, médias, de donner que des mauvaises nouvelles, de mettre en avant des choses qui ne vont pas bien. Aujourd'hui, on sait qu'on a un rôle important là-dessus pour montrer qu'il y a des initiatives intéressantes qui se développent, qu'il y a des gens qui bougent, qui se bougent, et dans un domaine extrêmement important qui est celui de l'environnement. Alors vous l'avez fait dans un site qui est réputé justement pour son engagement dans l'environnement depuis de nombreuses années. On salue d'ailleurs les deux propriétaires qui sont ici dans cette salle de ce domaine de Bois-Bûcher. Je voudrais vraiment qu'on les remercie. C'est Alexander von Wegesack et Mathias Schwartz. On peut les applaudir pour le travail qui est réalisé ici. Pourquoi ce choix, Armel? Et c'est un peu culotté quand on parle de décarbonation, de faire venir toute la Charente à Bois-Bûcher, à Laissac. Eh bien, d'abord parce que Bois-Bûcher et Laissac, c'est en Charente. Il y a des gens qui des fois en doutent un tout petit peu. On est même au cœur de la Charente-Limousine, cher au président du département. C'est un endroit que nous, à Charente Libre, on connaît depuis longtemps, qu'on suit, qu'on essaie de mettre en valeur. Mais on se rend compte finalement que des fois, on fait voyager les Charentais par nos écrits, mais que finalement, cet endroit-là, il n'est pas assez connu. Et aujourd'hui, on est extrêmement content de le faire découvrir. Et je vois les premières réactions. Et les gens sont ravis, ils n'ont pas encore tout vu. Il y a vraiment des pavillons assez extraordinaires à découvrir, avec des stagiaires qui viennent du monde entier. On aimerait bien qu'en Charente aussi cet endroit soit plus connu. Et puis on donne rendez-vous, je le répète, à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont là, qui n'ont pas eu le temps. Il y a des expos effectivement tout l'été. Le château accueille une exposition et puis il y a des workshops effectivement internationaux. Armel, vous le disiez à l'instant. Alors comme vous avez le sens du consensus à Charente Libre, vous avez dit on va aller dans le nord de la Charente-Limousine et du département et donc on va prendre une présidente du sud du département. C'est assez centriste comme position. Expliquez-nous pourquoi cette présidente. Alors on est effectivement ravis d'avoir Corinne Peluchon avec nous aujourd'hui. À chaque fois qu'on organise un événement, on essaye de trouver des gens qui ont un lien avec le territoire, un lien fort avec le territoire, parce qu'en fait, il y a des Charentais qui vivent en Charente, qui font plein de choses extrêmement intéressantes, mais il y a aussi des Charentais qui sont partis, et tant mieux, et qui brillent à l'international. Corinne Peluchon est une philosophe qui fait référence en particulier sur les questions d'environnement, mais pas seulement. Et donc, on s'est dit que par rapport au thème, c'était extrêmement important et on a reçu un accueil magnifique. Et on est vraiment ravis de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Eh ben, c'est le mot. Merci Armel. On vous retrouvera à la fin de cette soirée et on va accueillir tout de suite Lénaëlle Simon, chef du service région à Charente Libre. Elle est évidemment avec notre marraine Corinne Peluchon, une marraine engagée. Nous avons pu le voir pendant le jury. Elle a largement travaillé, préparé des dossiers. Je vous laisse toutes les deux. C'est le moment de l'interview. Bonsoir Corinne Peluchon, merci beaucoup d'être
avec nous. Alors, on l'a dit, vous êtes charentaise, vous êtes née à Barbezieux, vous avez grandi à Reignac dans la ferme familiale, votre père était agriculteur. Vous êtes philosophe politique, professeur à l'université Gustave Eiffel à Paris, et vous avez beaucoup travaillé sur la question environnementale, la question animale aussi. Vous avez déjà écrit une quinzaine d'ouvrages, traduits dans plusieurs langues, dont un nouveau apparaîtra en septembre, dont on dira quelques mots, et vous avez également reçu en 2020 le prestigieux prix en Allemagne, Günther Anders de la pensée critique, pour l'ensemble de votre œuvre. Autant de raisons qui font qu'on est très fiers de vous compter parmi nous ce soir. Pour commencer, et peut-être pour anticiper sur les prix que nous allons remettre, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous considérez que la transition environnementale est finalement un projet stimulant. D'abord, bonsoir et merci de cette invitation qui me réjouit. Et puis merci au maître des lieux, parce que je trouve ce lieu magnifique. Alors, pourquoi la transition écologique pourrait être un projet stimulant? Eh bien, d'abord parce que ça demande de changer ses représentations. Moi, je suis philosophe et je sais que changer ses représentations, ça peut être douloureux, mais on n'en meurt pas. C'est au contraire un geste d'émancipation, de liberté. Et puis, nous arrivons à un moment où il y a des contre-productivités multiples de notre modèle de développement, des modes de production industriels, extractivistes, et des contre-productivités environnementales, sanitaires, mais également sociales, et aussi en ce qui concerne la souffrance animale. Et justement, il est temps de changer ce modèle peu à peu. La transition, ça veut dire, c'est un processus. Ce mot est parfois critiqué, mais moi je l'aime bien parce que ça veut dire qu'on ne casse pas tout du jour au lendemain et on s'assoit sur les savoir-faire et sur les environnements, les milieux géographiques et sociaux. Et je crois, pour finir, que ce qui est stimulant, c'est aussi de s'appuyer sur l'estime de soi et l'imagination ainsi que le savoir des personnes. C'est-à-dire que souvent on a présenté l'écologie en pointant les sacrifices et les fardeaux, voire en montrant qu'elle s'opposerait peut-être à des réponses démocratiques ou en tout cas qu'elle s'opposerait à la souveraineté du sujet, à son droit de consommer comme il le veut. Alors c'est vrai qu'il y a des tensions entre les enjeux globaux de l'environnement, la prise en compte des générations futures et des autres espèces et nos désirs, nos habitudes de consommation. Néanmoins, on peut ensemble engager ces transformations à la fois structurelles des modes de production et de l'économie et au niveau des modes de vie, des styles de vie et des habitudes de consommation. Alors ça fait partie des exemples qu'on va voir ce soir. Cependant, tous les rapports scientifiques alertent sur les conséquences destructrices de notre mode de vie et de consommation. Et pourtant, collectivement, on change relativement peu. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'adapter nos modes de vie ? Alors je dirais que ce décalage entre la pensée et l'action, la prise de conscience, qui est largement partagée quand même, et les actions, tant individuelles que collectives ou politiques, c'est ce décalage-là le grand défi aujourd'hui. Puisqu'il y a même des rapports qui font état de la faisabilité, y compris économique, des transformations, des modes de production, dans l'élevage, dans plein de domaines, et dans l'énergie, bien sûr. Et ce décalage, il s'explique par plein de raisons, bien sûr, par les habitudes, par les rapports de force, les lobbies, bien sûr. Mais ça s'explique aussi, je crois, par le fait que le nerf, le moteur du changement social et individuel, c'est quand même aussi le plaisir, le désir de transformer ces modes de vie. Et ça engage une transformation de son regard. Au niveau individuel, il est clair que tant qu'on voit la nature seulement comme un décor de l'histoire, ou tant qu'on la réduit à sa dimension instrumentale, eh bien, on voit pas la valeur des milieux. C'est vrai qu'il est difficile de ne pas considérer l'océan ou les terres comme des poubelles. Tant que les animaux ne sont vus que comme des moyens pour nos fins limitées, alors forcément, on ne va pas les considérer. Et donc, du coup, il y a une transformation, et ça aussi, c'est un projet stimulant d'émancipation, d'élargissement de la sphère de sa considération, de son point de vue, parce que la question écologique est une question profonde qui ne se réduit pas seulement à la réduction du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité, à sa dimension environnementale, certes nécessaire. Elle a non seulement une dimension sociale, puisque c'est l'habitation, la sagesse,
ou la rationalité, logos, de notre habitation de l'oikos, de foyer des terriens, et donc elle concerne notre manière de partager les ressources, que moi j'appelle nourriture, pour souligner leur dimension esthétique et le plaisir qu'on a à vivre d'eux, de la mer, de l'eau, etc. Et elle a une dimension existentielle, voire spirituelle. C'est vraiment l'habitation de la terre, la cohabitation avec les autres, le partage des nourritures, et c'est donc, ça touche profondément notre manière d'être et d'interagir avec les autres. Donc, c'est ça qui fait que c'est si important, mais évidemment, tant qu'on en reste finalement à une amputation de nous-mêmes et de notre point de vue, et qui finalement est une aliénation, hein, parce que nous avons été habitués à consommer, à être dans une sorte de guerre, hein, à penser qu'il faut contrôler tout, qu'il faut exploiter le vivant de manière quasiment illimitée, finalement en appliquant les méthodes industrielles à tout. Alors on le comprend pour des raisons historiques, mais il est temps de changer. Mais tant qu'on ne va pas rénover ou plutôt revoir ces cartes mentales, eh bien il y aura toujours ce décalage. C'est pourquoi moi j'insiste sur l'estime de soi, et je pense qu'il faut aussi insister sur les initiatives et expérimentations qui existent ça et là, et qui montrent des chemins multiples, pas dogmatiques ni homogènes, permettant justement, ici et maintenant, de commencer cela, de changer ces modes de production, de consommation, et puis évidemment de s'organiser, parce que c'est vrai, et je finirai par ça, qu'au niveau des politiques publiques, au niveau peut-être plus large, hein, pas au niveau local, mais au niveau peut-être national, voire européen, il y a quelques déceptions, on va dire. Il y a des retards. Ça demanderait une maturité profonde, une maturité des individus, peut-être un changement de culture politique pour être capable de régler des problèmes de manière moins technocratique, moins verticale, en s'appuyant sur les expérimentations, sur aussi la possibilité de faire des compromis. Hein, moi qui suis engagée à la cause animale, je sais à quel point c'est une question qui divise et qu'on ne peut pas claquer des doigts et décréter le véganisme pour demain matin. Et donc du coup, il faut aussi savoir perdre et savoir instituer peu à peu le bien commun, ce qui est une définition de la démocratie, et arriver à s'opposer sans se massacrer, comme disait Marcel Mauss. On le voit bien aujourd'hui, tout un défi donc, en fait, nos échecs sont un miroir de nos propres failles et de notre incapacité encore à assigner des limites à notre bon droit au nom des droits des autres, y compris des autres vivants à exister, mais aussi de notre incapacité à trouver des accords malgré nos grands désaccords, à trouver des compromis sages et révisables, bien sûr. Donc c'est vraiment cette question écologique, finalement, et les limites, enfin, les échecs que nous avons, sont un projecteur sur nos propres insuffisances. C'est pourquoi je crois que la question écologique est importante en elle-même, mais elle est également stratégique. Alors, un quart des jeunes de 16 à 25 ans jugent le futur effrayant. Parmi eux, beaucoup souffrent d'éco-anxiété. Quel message délivrer à cette jeune génération aujourd'hui ? D'abord, je dirais que l'anxiété, ce n'est pas une maladie mentale. Je pense que les personnes qui souffrent d'éco-anxiété ou d'éco-dépression sont des gardiens, sont des personnes qui attestent les limites, d'abord les dangers réels, au lieu de s'enfermer dans le déni. L'optimisme serait le masque du déni, où tout va très bien, Madame la Marquise, mais ils prennent au sérieux la possibilité d'un effondrement ou de notre impossibilité, donc d'une menace vitale, et aussi ils attestent les limites de nos réponses classiques à ces problèmes. Donc, d'une certaine manière, les personnes souffrant d'éco-anxiété, il faut les remercier parce qu'il y a ce courage de traverser cet impossible-là, cette difficulté, et de refuser les statu quo. Moi, je parlais tout à l'heure des négociations, ça c'est bien, mais les statu quo, c'est un petit peu le mensonge. Mais je dirais que ce qui est important, c'est d'arriver à traverser ces émotions négatives pour ne pas s'enfermer en elles, pour ne pas être aveuglé par ce que l'indignation, la colère, la dépression, dans sa dialectique destructrice, peut amener.
hein, puisque ça peut amener à voir le monde avec seulement de façon négative et à s'enfermer ou dans la tyrannie du bien, dans la désignation de coupables ou dans une sorte de tristesse, un sentiment d'impuissance qui se diffuse. Donc du coup, traverser avec courage ces difficultés-là, l'incertitude du lendemain, et en même temps, arriver à partager ses émotions, parce que chacun a l'impression de le vivre tout seul, et aussi de voir à la fois ce qui est difficile, mais également ce qui se fait de positif, même ce qui est positif est souvent moins bruyant que les mauvaises nouvelles. Mais je crois que l'éco-anxiété, c'est quand même, pour moi, malgré tout, un signe positif, parce que c'est l'amour du monde et le vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur des défis actuels qui produit ce désarroi, ce sentiment d'impuissance, etc. Alors que la dépression classique, c'est souvent une manière de se crisper et de tomber parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait. Donc c'est quand même l'idée, il faut aller chercher un peu profondément ce dont l'éco-anxiété est le nom, au lieu d'amener les personnes chez le psychiatre. Néanmoins, il ne s'agit pas de laisser les personnes dans ce désarroi, car malheureusement, la souffrance psychique, c'est quelque chose qui est dynamique et qui croît et qui s'inverse malheureusement souvent en tyrannie ou haine de soi, et qui ne conduit pas, sans un travail, sans un accompagnement, s'il ne conduit pas forcément à justement la sagesse, la modération et l'action. Donc il y a tout ce travail à faire, là aussi, qui est vraiment important. Alors dites-nous un mot sur le livre que vous avez écrit, qui paraît en septembre prochain, sur une nouvelle thématique. Oui, alors ça s'appelle « L'être et la mer » pour un existentialisme écologique. Et d'ailleurs, c'est très bleu, hein, c'est vraiment ça, c'est l'idée centrale, c'est partir en mer. En fait, moi, jusqu'à présent, il y a deux idées principales. Je suis partie, du fait que l'existentialisme, qui est un courant philosophique et littéraire, qui a eu beaucoup de succès, de panache dans les années 50, 60, avec Sartre et d'autres, hein, eh bien, il était très actuel, car nous vivons dans une période d'effondrement des certitudes et des valeurs, et le lien que les existentialistes soulignent entre la contingence, l'indétermination du sens, l'humain n'a pas de sens a priori, il doit choisir sa vie en une sorte d'incertitude et de solitude. Le lien également entre cette contingence et la responsabilité, entre le fait d'affronter sa mortalité, qui est la destruction de son individualité, et la capacité à être mesuré, à vivre une vie responsable et authentique, eh bien ces notions-là sont actuelles en raison du contexte de crise, et le mot est faible, à la fois politique, géopolitique et climatique. Mais au lieu d'en rester à l'ancien existentialiste, qui est lié à une pensée un peu solide, ou de la liberté, du projet, il faut considérer non seulement ce que l'écologie apporte, c'est-à-dire la prise de conscience de notre appartenance à un monde commun, et néanmoins, ça ne suffit pas. Et je suis partie, c'est la deuxième idée, du fait que moi-même, jusqu'à présent, mais comme beaucoup de philosophes de l'environnement ou de l'écologie, nous avons insisté sur la condition terrestre de l'humain, sur notre appartenance à une communauté biotique, communauté terrestre, et l'écologie, dans sa centralité, souligne donc cette habitation de la Terre et cette cohabitation avec les autres vivants. Était entrée donc, à côté de la liberté, de l'historicité, spécificité de l'humain, était entrée la corporalité, la vulnérabilité, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et la matérialité de notre existence, le fait que nous mangeons, nous respirons, que nous sommes dépendants des écosystèmes des autres, y compris des autres vivants. Mais je me suis dit, il faut décentrer radicalement le sujet, et pour cela, penser l'humain à partir de l'eau et de la mer, dont il vit, mais où il ne peut pas vivre. Et ce mouvement, et tout le livre, de partir en mer, c'est-à-dire voir ce que justement, rompre avec une ontologie, une philosophie solide et un imaginaire terrestre et territorial qui nous fait voir le monde, la nature, et y compris la haute mer à partir du rivage, à partir de nous. Et c'est vrai que à la fois la rencontre des animaux marins, le son dans l'eau, tous les abysses, les profondeurs marines, le sans-fond, aussi un thème de l'existentialisme, à accepter la déréliction de l'humain. Nous sommes nés sans l'avoir choisi, nous mourrons. Eh bien, entre-temps, il faut bien vivre et essayer de vivre bien et de s'engager. Eh bien, je trouvais qu'au niveau de la manière dont ça rénovait la condition humaine, penser l'humain à partir de l'eau et de la mer, avec toutes ses dimensions nourricières, mais également effrayantes, la mer et la mort, la mer et la mémoire, penser notre identité comme fluide, avec des
frontières très poreuses. Dans l'eau, il n'y a plus de frontières. Nos déchets, même entre la terre et la mer, se retrouvent partout, etc. Et ça avait aussi un impact. Il y a 3 parties, donc une pour la condition humaine, où je travaille la notion de submersion, à la fois dans son côté positif, être conscient de son appartenance à ce monde, à cet immémorial, ce monde commun plus vieux et plus vaste que soi, qui donne une dimension, une sorte de sens transcendance, qui transcende ma vie présente, mais aussi dans sa dimension effrayante, car cette appartenance à un monde au sans fond me fait éprouver ma vie comme transitoire. Et il y a aussi cette invasion de l'inconscient, cette réflexion sur l'ambiguïté et l'ambivalence de l'humain, qui explique aussi nos contradictions et ce décalage dont on parlait tout à l'heure entre la pensée et l'action. Et puis, je travaille en particulier le rôle de la mort, car ce que la mort fait à la vie, je crois, moi, que les mauvaises nouvelles actuelles réactivent notre angoisse de mort, et que, justement, c'est même le problème avant d'être la solution. C'est-à-dire que quand notre angoisse de mort est réactivée, la tentation est grande de s'enfermer dans le présent, ou même d'embrasser des idéologies qui nous font croire qu'on a une sorte d'héroïsme par procuration. Enfin, et je m'arrêterai là, le droit international de la mer en Europe est vraiment très intéressant, mais il y a des contradictions, car est juxtaposé à l'impératif de préservation, même on dit de la santé de l'océan, et à la création d'aires marines protégées, soustraites soi-disant à la prédation humaine, à cela, à cet impératif écologique, est finalement juxtaposée une philosophie qui instrumentalise la mer, les autres vivants, et qui conduit à une surexploitation de l'océan, qui est un tombeau aujourd'hui vivant, un abattoir à ciel ouvert, où on racle les océans et où les guerres se continuent, où il y a une sorte de la Chine, la Russie, au fond de la mer, vraiment un enjeu stratégique majeur. Donc du coup, moi je suis partie d'une ontologie, une philosophie, l'être. C'est pas l'être et le néant de Sartre, c'est l'être et la mer, d'une ontologie liquide ou marine qui, justement, repose sur le principe de l'unicité de l'océan et de sa préséance sur les mers. En fait, ça reprend le texte biblique ou même dans les textes grecs, c'est-à-dire qu'avant, il y avait l'océan, il était un, et finalement, les terres sont comme émergées. Et quand on pense ce point de vue, ça change tout, et c'est vrai que j'y avais jamais pensé avant. Et c'est d'abord, j'étais en Allemagne où j'avais une tempête terrible le jour où j'ai pensé à ça, et je relisais Saint John Perse et Rimbaud, parce que j'essaie d'apprendre des poèmes par cœur, etc. Et je me disais, mais mon Dieu, tu as pensé toujours le corps, la corporéité terrestre, avec tes yeux de terrestre, tu n'as jamais pensé vraiment l'eau, ce que ça fait à l'imaginaire, et la mer. Et donc j'ai relu Victor Hugo, j'ai relu Duras, vraiment un écrivain de la mer, et les poètes, et donc j'ai fait ce livre qui est très différent de ce que j'avais fait, enfin non, qui est la suite de ce que j'avais fait, mais qui prend la mesure de ce que l'eau et la mer changent dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde, puisque l'horizon de l'écologie, c'est le monde et pas seulement la nature. Et donc c'est à lire à partir du 11 septembre. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci à toutes les deux. Merci Corinne Pelluchon. On vous retrouve tout à l'heure. Et puis, on vous le garantit, cette soirée, ça va être des remèdes contre l'éco-anxiété. Vous allez voir, on va forcément vous expliquer comment ce département de la Charente nous aide au quotidien grâce aux histoires de la Charente. Il faut le rappeler, il y avait 80 dossiers devant le jury. C'est juste énorme. Premier trophée, le trophée de la sobriété heureuse. Je connais des restaurateurs réputés dans cette salle, ils ont du mal à associer sobriété heureuse. On peut associer sobriété heureuse. C'est une façon et un prix qui permet de mettre en avant l'initiative la plus remarquable, la moins pénalisante en matière d'économie et de ressources. En la matière, cette trophée de la société heureuse, il va être accompagné par le président de Calitom, Michael Laville, qui nous rejoint pendant qu'on découvre des images de Calitom.
Bonsoir Michael Laville, rejoignez-moi. Regardez, il y a des petites croix, vous avez repéré tout à l'heure, c'est comme sur le nez d'Hercule, on s'appuie dessus. Qualitum, depuis 2016, vous avez engagé une démarche volontaire dont on vient de parler, parce qu'on vient beaucoup de parler de l'océan, mais on oublie souvent que la pollution de l'océan, elle peut partir aussi de la Charente-Limousine, même s'ils font un gros travail aussi ici, en tout cas de la Charente, puisque le fleuve Charente peut transporter beaucoup de déchets. Et ça passe aussi par le solaire, c'est-à-dire que vos anciennes décharges, pour prendre un ancien mot, centre de dépôt des ordures, vous les avez recouverts énormément, et on vient de le voir dans ce petit film, de panneaux solaires. Est-ce que ça justifie aujourd'hui que Qualitum soit partenaire d'une soirée comme celle-ci? Bonsoir à tous. Oui, entre autres, Qualitum, c'est le partenaire du quotidien, c'est le service public de proximité qui est dans les rues de tous les Charentais et qui, bientôt, Qualitum a 30 ans, avant c'était un autre syndicat, qui depuis 30 ans travaille en proximité et à la prévention. L'axe numéro 1 du travail de Qualitum, c'est ne pas produire de déchets. Bon, malheureusement, on échoue. En gros, vous êtes quelqu'un qui dit « moins je travaille, mieux on se porte ». Oui, c'est un peu ça, mais c'est aussi c'est du bon sens. Ici, j'ai vu beaucoup d'associations partenaires du syndicat. Je ne vais pas m'amuser à les citer. D'autant qu'avant beaucoup défilé ici, on va les voir dans les nommés. Voilà. Il y en a une qui est très très connue en Charente, s'appelle Charente Nature. Qui est associée dans la sélection des dossiers, il faut le saluer. Excusez-moi les autres. Mais en fait, Qualitum ne travaille pas seul. On a un très bon service prévention. On essaye de faire évoluer les pratiques. Vraiment, c'est le changement. Et on est accompagné par ces associations qu'on vient aider, qu'on vient subventionner. Donc c'est tout un réseau qui travaille pour que les gens changent et fassent moins de déchets, produisent moins de déchets. Et puis une fois que le déchet est produit, qu'on puisse en faire quelque chose. Donc le recyclage, la revalorisation, avant d'arriver à l'étape ultime. L'étape ultime, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Donc c'est l'enfouissement et malheureusement, il faudra sortir de cet enfouissement à un moment donné. Alors justement, on en parle à mot couvert, on va dire le mot incinérateur qui fait débat et dans les pages de Charente Libre et dans la vie aujourd'hui de ce département, de la Charente. Est-ce qu'on peut prôner, comme vous le faites aujourd'hui, la construction et le développement d'incinérateurs tout en étant un artisan de la protection de la nature? Est-ce qu'il n'y a pas antigonisme? Non, je ne pense pas. Alors déjà, le but, c'est de produire aussi de l'énergie. Donc vous l'avez dit, avec sa SAS Solaire Park, Qualitum, le SDEG et Sorégie, syndicat de la Vienne, premier producteur d'énergie photovoltaïque de Charente, à peu près l'équivalent de 18 000 habitants et bientôt 36 000. C'est pas rien, c'est bien de le dire. Ouais. On produit aussi, avec des biogaz, on produit aussi de l'électricité, on produit des CSR, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est du recyclage et ça produit de l'énergie. Et effectivement, il faut sortir de l'enfouissement. Il n'y a pas 40 solutions, parce que même si on réduit énormément, et c'est l'objectif, de réduire le maximum, il faut savoir que les Charentais sont très performants, peut-être les plus performants, des plus performants de Nouvelle-Aquitaine. En toute objectivité. Oui, non, mais c'est des chiffres. C'est des vrais chiffres. Les Charentais sont très performants, mais il n'empêche qu'à la fin, il y a des déchets ultimes. Il ne faut pas croire qu'il n'y en aura plus. Je me permets de présenter, monsieur le maire aussi de Champigny, parce qu'il y a le maire de La Rochelle qui a eu cette même phrase il n'y a pas longtemps au sujet de l'agglomération de La Rochelle. Donc tout le monde est dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc tout le monde est performant. Allez-y. Voilà, non, mais juste pour dire, donc il faut faire quelque chose à la fin de ces déchets. Et actuellement, nous étudions un équipement qui, de ces déchets, fera de l'énergie. Donc l'outil, il faut absolument le dimensionner comme il faut, avec des objectifs de prévention très très forts, travailler aussi avec les associations, encore une fois, et arriver à trouver le consensus et produire de l'énergie, de la vapeur en l'occurrence. C'est un outil qui, bon an, mal an, peut faire à peu près l'équivalent de 250 hectares de panneaux photovoltaïques en termes de production d'énergie. Donc c'est une vraie réflexion, mais c'est à l'étude. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est déjà ficelé. On a bien compris, ça sera à suivre. Alors ce qui est ficelé, en revanche, c'est les 3 nommés de cette étoile de la sobriété heureuse. On va les découvrir avec vous et avec les Naël qui restent avec nous. Le marché bio de Puy-Moyen connaît chaque été un véritable succès. Il attire un large public de gourmets 2 fois par mois de septembre à juin. Cette initiative citoyenne fêtera son 20e anniversaire l'an prochain et ses initiateurs ont toujours autant de projets en tête.
À Échoisy, les 20 familles qui se sont installées en 2021 dans l'éco-hameau du Coq à l'Âme ont réussi leur pari, être acteurs d'une transition écologique exemplaire. Pour eux, qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour se bâtir un habitat douillet, la sobriété contribue grandement au bonheur. Kevin Salah et Charlène Dessia ont développé Revolt, une application qui permet aux particuliers de cagnotter quand ils ne consomment pas d'énergie et aux entreprises de motiver leurs salariés à faire baisser la facture globale. Lancée en mai 2023, l'application est déjà utilisée par plus de 31 600 foyers avec près d'1 million d'euros déjà récoltés sur leur cagnotte. Allez, Lénaël, Monsieur le Président, mettez-vous au centre. On va annoncer le nom du vainqueur qui va apparaître cette année. Il n'y a pas d'enveloppe, c'est aussi une façon de produire moins de déchets, pas de papier. Et donc, on va voir arriver le nom du vainqueur. Il s'agit de l'éco-hameau du Coq à l'Âme, le hameau à Échoisy, commune de Célette. Et pour en parler, on accueille Geneviève Delporte-Fulchiron, qui est une habitante, suivie ouvrière et responsable de communication de l'association. Vous les connaissez bien, Lénaël. Il y a eu un papier dans le supplément qui est sorti jeudi dernier de la Charente Libre. C'est des gens que vous accompagnez, journalistiquement parlant. Voilà un micro. Ils viennent de terminer Bienvenue une tous les formation trois. d'électrification des vélos. Ils sont arrivés sur le Oui, fil. je sens qu'on va entendre parler d'électrification de vélo quand je vois le... On fera la remise du prix tout à l'heure, Monsieur le Président, mais vous pouvez embrasser tout le monde. Hein. Voilà. Oui, je salue déjà. Alors, bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Première question, alors vous êtes arrivés sur site avec l'ensemble des familles fin 2021, il faisait 0 degré, vous avez sorti les pulls. Expliquez-nous pourquoi, 3 ans après, vous incarnez une sobriété heureuse. D'abord, merci pour ce prix. On l'incarne parce que depuis 2 ans et demi, on a retroussé les manches. On a fait pas mal de choses déjà sur le lieu, mais aussi sur le territoire, pour sensibiliser, pour agir justement dans toutes les dimensions, que ce soit à l'alimentation, l'énergie, et puis aussi le patrimoine, l'éco-rénovation du lieu qui demande beaucoup d'énergie humaine. Et c'est une aventure humaine également que nous avons là, que nous vivons là. Alors vous avez pour la plupart quitté vos boulots, vos vies d'avant. De quoi vivez-vous aujourd'hui? Parce que vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. On développe tout un tas d'activités autour justement des actions que l'on mène pour sensibiliser les habitants sur le territoire. On développe des séjours immersifs pour plonger dans notre quotidien. On développe des formations. Des formations auprès des enfants, des ateliers auprès des enfants, des écoles. Pour nous, c'est vraiment important de sensibiliser dès le plus jeune âge à toutes ces actions. Et on avait encore aujourd'hui 40 enfants sur le domaine, et mardi également, pour leur faire découvrir tout ce que l'on développe. Et c'est ça qui est important. Et puis les formations à la transition écologique que l'on commence à développer aussi auprès des adultes. Et voilà. Alors avant la dernière question, peut-être présentez-nous cet objet. Ah oui, alors cet objet, alors là c'est une formation que nous avons suivie pendant 5 jours. C'est quelque chose d'assez inédit parce que ça n'existe pas encore, enfin ça n'est pas développé en France. C'est l'électrification de vélos musculaires. Donc vous pouvez électrifier vous-même votre vélo à partir de batteries que l'on construit soi-même. Alors aujourd'hui, on ne construit pas tout, hein. Le moteur a été fourni. On a ramené un vélo parce qu'on était fiers de... On va faire une démonstration tout à l'heure. Sur les 6 vélos, on en a 4 qui étaient terminés à l'heure où on a décollé. Et donc, on était fiers de pouvoir vous montrer ça et de pouvoir dire que c'est quelque chose qui pourrait s'étendre sur le territoire et permettre à des personnes de pouvoir se déplacer plus facilement et rapidement à 25 km/h, qu'on soit sur des petites côtes ou des plus grandes côtes. Comme on en a en Charente. Et je voulais témoigner de quelque chose. D'ailleurs, je voulais remercier la Charente Libre parce que
l'article qui est paru cette semaine sur cette formation eh bien, a amené des personnes à nous appeler, et notamment un couple de personnes âgées qui ont plus de 80 ans et qui nous ont dit mais ce que vous faites c'est super parce que ça pourrait être une solution pour nous, on peut plus se déplacer aujourd'hui et on aimerait pouvoir le faire à vélo, remonter sur un vélo, alors pas les vélos classiques, plutôt un tricycle motorisé, et ben là je lance un appel pour un financement d'un tricycle pour ces personnes âgées. Alors, on en parlera tout à l'heure avec un partenaire ou une partenaire. Il y a une banque dans la salle, on ne sait jamais, ça peut marcher. Ouais. Allez, on en reparlera avec Sophie Violo. En tout cas, avec Sophie Violo, merci beaucoup. Je vous demande, si vous voulez bien, de faire la remise du prix. Les photographes sont là. Je vous propose, pour tous ceux qui sont intéressés, qu'au moment du cocktail, on puisse faire une petite démonstration. Ce lieu est un lieu de workshop toute l'année, surtout l'été. On va faire un workshop vélo électrique ce soir. Ça va être formidable. On vous applaudit toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, je crois que le photographe va nous redemander de remonter sur scène, voilà, sans le vélo. Allez, remise du prix. Faites ça très bien, Mickaël. Refaites-le, voilà, très bien. Ouais, il s'est entraîné toute la journée. Merci, on les applaudit chaleureusement. On vient de parler à l'instant de l'éducation des personnes de plus de 80 ans. C'est une façon, sans être nombriliste, de rappeler comment les journaux et la Charente Libre, en l'occurrence, est prescriptrice ou prescripteur, puisqu'on voit qu'effectivement, ces lecteurs ont un rôle, qu'il y a vraiment un média fort sur ce territoire pour faire passer les messages. Là, on va parler d'éducation à l'environnement et on va en parler avec Philippe Bouty, le président du conseil départemental, qui nous rejoint dans un instant, dès que le film aura commencé et sera diffusé. Le voilà, il était venu en voisin. J'en profite pour saluer aussi Nicolas Bonnefond qui est dans la salle. Pardon, excusez-moi. C'est autant d'invitations au voyage, autant d'invitations à les randonner. Et on va rappeler qu'il y a un magnifique supplément qui vient de sortir en matière de tourisme par Charente Libre, qui est dans tous les bons points de vente. Et je salue Nicole une deuxième fois avec le bon nom. Comme ça, j'ai cité le maire d'Angoulême et la sénatrice en même temps. Non, mais c'est notre côté, on se mange face personne. Il y a des élections importantes, on reste où il faut. Hein, voilà. Monsieur Bouty, si vous voulez bien prendre le micro et me rejoindre, il est juste là. Cher Président, je ne vais pas vous demander si vous connaissez cet endroit parce que c'est votre terre de prédilection. Vous avez été longtemps l'homme de ce territoire, aujourd'hui vous êtes l'homme du département. En quoi c'est important d'avoir un site comme celui-ci sur un territoire ? Il n'y a pas d'homme du territoire, mais c'est un territoire que j'ai à cœur. Toujours. Et je suis heureux d'être ici ce soir à Bois-Bûcher. C'est un peu, ça représente un peu toute la richesse et le patrimoine et la diversité du patrimoine charentais Bois-Bûcher. Et je tiens à saluer Alexander von Vogesack qui doit être là et Mathias, de nous accueillir ici sur ce domaine que je connais depuis plus de 30 ans. Vous, ce que vous connaissez aussi, c'est cette volonté de transmettre, on vient de le voir avec notre philosophe qui nous a mis en appétit pour la suite. On est ravis de vous retrouver tout à l'heure, Corinne. En quoi c'est important, justement, cette éducation à l'environnement quand on est président de conseil départemental ? L'éducation et l'environnement, c'était naturel. Quand on nous a proposé ce thème-là, on a fait de notre mandat un mandat dédié à la jeunesse. Et quand on parle de jeunesse, on peut aussi parler d'éducation. Et par les temps qui courent, je crois que le dérèglement climatique, la plus jeune génération se pose beaucoup de questions. Et on leur pose beaucoup de questions. Donc le département de la Charente propose de nombreuses actions sur cette thématique-là et pour éduquer l'environnement et donne les clés pour relever
en définitive les enjeux du XXIe siècle par les itinéraires éducatifs qui sont proposés au département et par d'autres actions pédagogiques que nous menons aussi dans les collèges. Parmi vos priorités, on a dans les nommés des collégiens, on les a vus dans le supplément, on en parlera tout à l'heure. Je rappelle, c'est une compétence du département puisque la région, elle, a plutôt les lycéens. Vous avez mis en avant les espaces spécifiques naturels, on vient d'en voir quelques-uns. Je ne suis pas sûr que le grand public, malgré le travail que fait Charente Libre auprès d'eux, sache vraiment ce que c'est et en quoi le département s'engage dans cette démarche. Alors Nicole, pas bonne foi, bonne foi, vous en parlerez sûrement mieux que moi. Mais si on l'invite, on va finir demain, on la salue, c'est vous qui en parlez. Elle est présidente de cette commission et on a une ambition, c'est de passer de 12 à 30 espaces naturels sensibles. Alors un espace naturel sensible, c'est pas un gros mot, c'est des sites quelque peu remarquables. On a baptisé Charente 2030 justement pour une Charente plus résiliente, pour une Charente plus verte et une Charente plus durable et surtout une Charente plus respirable. Ces sites-là, alors je peux vous en citer quelques-uns. Pas tous, quelques-uns alors. Non, quelques-uns, mais les Gorges du Chambon, le Marais de Jeanzac, les coteaux de Bouchot, des Bouchots, pardon, et le site de Machaban. D'ailleurs, on en a vu quelques-uns sur le film du département. Ces sites illustrent en fait la diversité des milieux naturels que l'on peut retrouver en Charente et le département s'engage à les préserver. Parce que quand on parle de dérèglement climatique, il faut aussi parler de biodiversité aujourd'hui et je crois que c'est l'enjeu de demain avec ce qui plane au-dessus de nos têtes. Tout le monde y pense un peu, personne n'en parle, mais je pense qu'on parlera un peu plus de politique tout à l'heure avec notre philosophe. On est toujours sur le volet éducation. On est d'accord, on en a bien besoin. Et sur ce volet éducation, Charente 2030 aussi, il y a 350 000 Charentais et il y aura 350 000 arbres de planter d'ici 2030. Allez, Armel Leny a écrit dans le supplément « Laisser une Charente plus verte, plus sobre, plus respirable aux générations futures ». Je me demande s'il n'est pas candidat à votre place, c'est à peu près les mêmes propos. Sais pas. Alors, on va regarder en tout cas tout de suite qui sont les nommés. Allez Lénel, vous allez nous annoncer le vainqueur et le recevoir. Les élèves du collège d'Alfred Renelot de Mansle ont réalisé une capsule vidéo dynamique pour inciter à adopter des bons gestes et des actions simples à faire dans notre quotidien pour le bien de la planète. Ces jeunes éco-délégués engagés cultivent aussi un potager qui fait des émules. Née à Échala il y a bientôt 20 ans, l'association Régalade sensibilise les publics aux enjeux du bien manger et du circuit court. Un travail de fourmi pour tisser du lien entre assiette et santé avec des actions qui naissent essentiellement de sollicitations d'établissements scolaires et d'écoles. Depuis 10 ans, les compagnons du végétal multiplient les initiatives d'éducation à l'environnement. Avec leur nouvelle grénothèque de la Baraka, rue de Montmoreau à Angoulême, les compagnons ont densifié leur savoir-faire pour mieux protéger le vivant. Et je vous propose qu'on découvre tout de suite le nom du gagnant de Qui cette apparaît. catégorie. Un gagnant ou plutôt des gagnants d'ailleurs, puisqu'il s'agit des collégiens de Mansle qu'on accueille sur scène. Ils sont avec le CPE du collège, Laurent Lafont. Venez sur scène, c'est vous les héros. Allez-y. De remettre un prix à des collégiens et je tiens déjà à vous féliciter. Je trouve que le secteur de Mansle, après le collège de Saint-Amand qui pour la deuxième année consécutive a remporté un prix, voilà, ce territoire se porte vraiment bien. Il va faire, je crois que Lénel va faire l'interview. Merci, Président. Bonjour à tous les quatre. D'abord, une première question pour vous les jeunes. Qu'est-ce que ça signifie d'être éco-délégué dans un collège ? Je trouve que ça signifie surtout d'être intéressé par la nature et que c'est vraiment quelque chose qu'on doit préserver, etc. Donc d'avoir une importance, de vraiment venir être là et pouvoir aider. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète dans notre planète ? Peut-être que tu peux passer le micro à un de tes camarades. Oui, pardon. Désigné d'office. Qu'est-ce qui t'inquiète dans notre planète ? Que toute la nature soit gâchée, enfin abîmée à cause de nous, parce que sinon, enfin, je sais pas comment expliquer, mais bah si, c'est le but, vas-y.
Et alors, peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que, de ton point de vue, nous, les adultes, on fait mal? Je sens que ton camarade a la réponse à cette question. Non. Je sais que c'est une question que vous avez travaillé ensemble. Oui. Alors, vas-y, prends le micro, Allez, ça sera mieux. On a surtout bossé sur le tri, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne gère pas encore trop, même si ça s'est bien amélioré. Faut pas croire, mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur encore il faut s'améliorer, comme plusieurs choses, les appareils électriques, même si c'est plus les ados ça que les adultes. Oh, pas que. Pas que, mais c'est surtout. Sur le recyclage du matériel électrique, c'est ça l'ambition, de mieux recycler? Recycler en général, mais surtout moins utiliser les écrans. Et tout ce qui est... Alors, les ambassadeurs de Qualitum à venir, Monsieur le Président. Voilà. Laurent Lafont, vous êtes le CPE, conseiller principal d'éducation. Donc, avant d'être dans ce collège, vous avez officié en lycée. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui sont mieux sensibilisés à ces enjeux environnementaux? En tout cas, les éco-délégués, eux, sont investis et on essaye de tous les sensibiliser, d'élargir au maximum, parce que c'est eux les citoyens de demain, donc c'est important qu'ils aient les bons gestes et qu'en tant que futurs citoyens, ils soient préparés à bien fonctionner. Et vous les sentez inquiets, justement? On parlait d'éco-anxiété tout à l'heure. Vous les sentez inquiets, certains, pour cette planète? Certains, oui, d'autres sont loin de tout ça encore. Mais c'est vrai que certains ont envie de faire changer les choses au quotidien. C'est pour ça qu'ils ont fait cette capsule vidéo. C'est eux qui ont eu l'idée, en fait, de monter une action de sensibilisation auprès des élèves et aussi des familles pour dire il y a des choses toutes simples à faire au quotidien pour améliorer notre planète pour demain. Eh ben, merci beaucoup et bravo. Allez, on les applaudit. Remise du trophée par le président du conseil départemental. Avancez-vous pour la photo. On n'oublie pas les bouteilles de cognac pour vos parents. On en profite. Je ne sais pas si on peut offrir du cognac Annecy à des mineurs. On va peut-être le garder pour nous. Hein, donc, pour les parents, pour les parents. CPE, d'accord. Avec modération, monsieur le CPE. Allez, un petit mot sur ces prix. Ce n'est pas n'importe quel prix, au contraire. C'est le Carré-Bouche, un collectif d'artistes qui recycle justement de nombreux objets, qui a participé avec Charente Libre justement à ce travail de surcyclage, si madame la philosophe me permet ce mot, puisqu'on essaye de traduire un mot anglais. C'est déjà le 3e prix, Lénaëlle, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et donc, on va parler... On est parti pour l'adaptation au changement climatique. On vient d'en parler justement avec nos jeunes lecteurs de la Charente Libre. On va saluer l'initiative la plus remarquable pour anticiper sur la fragilité de certaines ressources. Et quelle ressource peut être largement menacée en ce moment, même si on est un peu moins concerné en ce moment avec la météo que nous avons eue, c'est l'eau. C'est l'agence Eau Adour-Garonne qui est partenaire de ce prix. Mais comme vous le savez, il y a quelques élections législatives et donc un devoir de réserve qui nous prive de la présence de ce partenaire sur scène. Donc on va essayer du mieux qu'on peut avec Lénaëlle de le représenter. On va rappeler en tout cas que cette agence que tout le monde connaît, au moins les collectivités, mais pas que, vise à ralentir le cycle de l'eau sur cette thématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire planter des haies. C'est quelque chose que vous faites nombreux ici au moins en terre de Charente-Limousine et aussi dans le vignoble. C'est protéger et développer les zones humides. On vient d'en parler avec le président, mais pas que. Et puis c'est aussi tout ce qui est fait en matière de capture carbone. On va découvrir les trophées potentiels parmi 3 nommés qu'on découvre tout de suite. En 2021, la France entière avait découvert le modèle de la ferme de Gorse dans l'émission La ferme préférée des Français. Cette ferme bio, installée à Hesse, est devenue une référence de l'agriculture paysanne bien au-delà de la Charente. Il faut dire qu'elle est l'une des rares à stocker plus de carbone qu'elle n'en émet. L'association Potagette de Saint-Sornin sème des potagers dans les écoles. Elle est intervenue au collège de Baignes et dans 3 établissements à Angoulême cette année. Autant pour végétaliser les cours de récré que pour tisser du lien social. À Villiers-le-Roux, la société Semences Nature emploie 8 salariés et travaille pour plus de 200 clients. L'entreprise plante, récolte et commercialise des fleurs sauvages. Elle établit ainsi des bandes fleuries qui aident au retour des insectes pollinisateurs. Allez, on applaudit ces 3 belles initiatives et on va savoir qui est le vainqueur avec vous, Lénaëlle. C'est parti pour les quelques secondes de suspense. Et le jury a donc désigné la ferme de Gorse à Hesse. On peut accueillir Pierre-Antoine Rimbourg qui est ici.
et qui peut peut-être venir avec son épouse Sophie, parce que je sais que cette exploitation, c'est une histoire de famille. Et la petite fille, bonjour. Salut Margot. On peut applaudir Margot parce qu'elle est un peu timide. Sois pas impressionné, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, vous pouvez récupérer le micro qui est juste là. Alors, merci d'être avec nous. Alors, on l'a vu, tout sur votre exploitation bio a été pensé pour réduire votre impact sur l'environnement. Pourquoi est-ce que, dès le début de votre installation en 2017, ça a été une obsession pour vous ? Bon, déjà merci. Sophie n'est pas là parce que nos deux petits derniers, Louis et Nina, commençaient à tourner un peu en rond et à être fatigués. Oui, parce que vous êtes aussi éleveur d'enfants. Oui, éleveur de champions. En fait, oui, pour nous, c'est un défi qu'on s'est mis, c'est-à-dire que la question à laquelle on s'est vraiment, la question qu'on s'est posée, c'est quoi être responsable de 150 hectares de nature. Et à partir de ce moment-là, quand on y réfléchit, quand on devient paysan, quand on est responsable de tout ça avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui et les moyens techniques, forcément, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion pendant 30 ans de donner un axe d'adaptation au changement climatique et qui a un axe cohérent par rapport à nos valeurs et aussi pour eux. Alors, vous exercez une profession qui est souvent pointée du doigt et vous n'hésitez pas à secouer vos confrères, d'ailleurs, vous. Ironie du sort, on est ici à 40 km de Péridac, en Haute-Vienne, où un projet d'une méga ferme de 3100 bovins est en cours et fait d'ailleurs rencontre pas mal d'opposition. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer de modèle ? Alors, pour nous, déjà, je peux vous dire que c'est pas forcément simple de tenir notre modèle dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce qu'on fait. Forcément, on fait bouger les lignes. On montre qu'en consommant 5 fois moins de gasoil, on peut produire autant, qu'en consommant zéro intrant, c'est-à-dire pas de pesticides, pas d'engrais, on peut gagner mieux notre vie. Et donc, en fait, en démontrant tout ça, forcément, il y a des gens que ça choque et il y a des gens que ça remet en cause. D'autres choisissent d'autres voies, la ferme, enfin ce que j'appellerais même pas une ferme, moi aujourd'hui, ce dont vous avez parlé. Et s'ils rencontrent de vives oppositions, j'imagine qu'il y a des citoyens à un moment qui considèrent que c'est pas ce qu'ils veulent manger, mais c'est pas non plus ce qu'ils veulent à côté de chez eux. Et je pense qu'il faut les soutenir parce que nous, on a la chance aussi d'avoir des citoyens qui achètent nos produits. Qui font cet acte tous les jours, cet acte, vous parliez de politique tout à l'heure, cet acte politique de choisir un moment l'axe dans lequel ils veulent qu'on oriente notre agriculture. Et clairement, nous, on est très soutenus. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui expliquent que pour que la planète aille mieux, il faut arrêter de manger de la viande ? Si qu'est-ce que vous expliquez notre philosophe, quoi, elle n'ose pas le dire, mais voilà, notre invité ce soir. Non, mais je l'entends, si on regarde les chiffres globaux, les chiffres industriels, si on regarde les chiffres vraiment de manière massive, puisque c'est ce qui est regardé aujourd'hui, je constate la même chose. Mais il faut aussi regarder les petites initiatives. On est dans une courbe de Gauss et nous, on est sur tout un petit côté et on prend une initiative un peu différente en se disant, allez, on retire un maximum de gasoil, on retire un maximum d'intrants et puis on met les vaches dans un triptyque très important qui est bovin, prairie, bocage. Bocage, très important le bocage, parce que si vous n'avez pas ce tabouret à 3 pieds, tout tombe, ça ne fonctionne pas. Nous, avec ce triptyque-là, qu'est-ce qu'on a ? On a un bilan carbone positif. On arrive à éduquer nos vaches en plein air, on arrive à rester en lien avec les animaux et pas avoir de problème. Et on arrive surtout à pas forcément... on amène 30 bêtes chaque année à l'abattoir, on les amène nous-mêmes à Confolens, à Limoges. Je sais ce qui se passe parce que je parle au bouvier, je suis parfois même présent quand il y a l'abattage. C'est la force aussi des abattoirs locaux parce qu'un abattoir local, un abattoir comme Confolens, on peut y aller, on est en direct avec les gens. Si demain tout ça ferme et qu'on est obligé d'abattre à, je ne sais pas, chez Jean-Paul Bigard par exemple, on ne pourra plus rentrer chez ces gens-là. Chez ces industriels, la porte elle est fermée. Aujourd'hui, on a ces petits outils locaux sur lesquels la société a la main, parce que c'est la chance, c'est que c'est dirigé par nos élus. Et c'est au moment où, ce que vous soulevez, c'est au moment où la société se pose des questions sur comment elle veut élever les animaux et comment elle veut les abattre. C'est au moment où on se pose la question de
du retrait de l'être des animaux dans notre société, c'est au moment où tous nos petits abattoirs locaux sur lesquels on a la main sont mis à mal. Donc je vous invite vraiment à repenser ça et le maillage de petits abattoirs locaux nous permet à nous de faire évoluer en fait la bientraitance animale jusqu'à la fin. Et je peux vous dire que ça, c'est hyper important. Merci pour ce plaidoyer et Merci l'émotion. On peut l'applaudir. Alors, j'avais envie de le remettre à Margot, mais on va le remettre au papa parce que c'est lourd. Alors, Margot peut le porter avec vous, mais c'est lourd. Et comme notre partenaire n'est pas là, Lénaël va vous encadrer pour la photo. Voilà. Remise du prix par l'équipe des présentateurs de ce soir. Et puis, on va signaler... Et on va signaler que le jury avait évidemment beaucoup de dossiers et le vôtre cochait beaucoup de cases, pour ne pas dire toutes les cases. On vous applaudit à nouveau pour vous raccompagner. Allez, on vient de parler des abattoirs, on vient de parler évidemment de tout ce qui fait notre tissu rural, tout ce qu'il faut que nous défendions si on veut pouvoir continuer à vivre sur ces territoires. Et je sais qu'ici, au premier rang et un peu dans toute la salle, nous sommes nombreux à penser que c'est possible. On va parler de préservation du milieu naturel. C'est le 4e prix de cette soirée. Pour en parler, on va appeler une société charentaise. On est très charentais-charentais, c'est une volonté, on est ravis. C'est la société LM Soleil qui va nous rejoindre dès qu'on aura vu le film de cette présentation. Bonsoir Valentin Bonnet, vous êtes le directeur commercial de cette belle société charentaise. Alors vous, on est plus habitué à vous voir de l'autre côté. Habituellement, vous venez chercher des prix sur scène. Ce soir, vous allez en remettre un. On va juste rappeler pour ceux qui auraient déjà oublié, c'est que vous avez été lauréat des Charentais de l'année et des prix de l'économie. Donc vous avez été dans plusieurs catégories et plusieurs prix. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez justement de parrainer une catégorie dans une soirée comme celle-ci ? Bonsoir. Eh bien, en tant qu'apporteur de solutions photovoltaïques sur bâtiments et ombrières à destination des professionnels, nous sommes fortement engagés dans la transition écologique et énergétique. À ce titre, d'ailleurs, nous avons rejoint la communauté du coq vert de BPI France avec un statut un peu particulier, celui d'éclaireur, d'ambassadeur de la transition environnementale. Et donc, c'était important pour nous d'être présents ce soir. Et nous sommes très heureux de pouvoir récompenser et mettre en lumière d'autres acteurs engagés. Une manière de lier l'utile à l'agréable. Alors ce prix, ce soir, vous allez encourager effectivement l'initiative la plus remarquable en termes de préservation du milieu naturel. On va parler de zones naturelles, de ressources en eau, utilisation ou plutôt limitation de l'utilisation des pesticides. Est-ce qu'il n'y a pas d'élus ici, en fait, vraiment dites ce que vous pensez. Est-ce que le département de la Charente est assez acteur justement de cette transition énergétique et du solaire en particulier? On va aller voir un petit peu en Gironde, chez des voisins. Urmic, maire de Bordeaux, a réussi à réunir autour de lui beaucoup de politiques il y a peu de temps, malgré le contexte, pour justement accélérer sur le solaire. Est-ce qu'on a encore besoin de ça en Charente ou est-ce que vous êtes déjà à un bon niveau? Alors, je trouve que les Vous êtes gêné parce qu'il y a le président du conseil départemental, mais... Non. Justement, c'est très bien de les voir. Même Monsieur Laville, avec Qualitum, on travaille avec Qualitum, sont nos premiers ambassadeurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de pédagogie envers les élus. Ce sont eux qui s'ouvrent et qui prêchent sur la transition environnementale. Donc, je pense que le travail est fait, oui. Un petit mot sur l'entreprise, parce qu'on voit qu'elle est là depuis de nombreuses années. On l'a vu dans le film. Comment se porte-t-elle aujourd'hui et quelle est l'ambition de développement sur l'année en cours? L'entreprise se porte très bien. Nous sommes aujourd'hui 95 et nous serons plus de 100 collaborateurs d'ici la fin de l'année, répartis sur 2 sites, Saint-Freigne et Champniers depuis le mois de février. Nous ouvrirons prochainement un 3e site pour développer l'une de nos activités industrielles.
Et nous développons aussi, nous nous diversifions pour pouvoir maintenant proposer aussi à nos clients pouvoir consommer de l'électricité verte et produite localement. Eh ben on en reparlera, je suis sûr qu'on en aura l'occasion. Avec Lénaël et vous, on va regarder qui sont les 3 nommés de cette catégorie et voir évidemment qui sera le vainqueur. À Monac-Saint-Simeux, l'association Happivity, initiée par Paul Frémont, avait au cœur de renouer le dialogue entre 2 professions éloignées. Aujourd'hui, elle plante pour les pollinisateurs sur des jachères cédées par les viticulteurs, l'aboutissement d'un dialogue entre acteurs réconciliés. La commune de Montrollet, village au perché de Charente-Limousine, dont Benoît Savy est le maire, a entamé un sacré virage environnemental depuis 2017. La commune a mis de l'écologie dans ses aménagements paysagers et de la démocratie participative dans ses décisions. Résultat, 4 labels récompensent aujourd'hui cet engagement vert qui associe la population. Avec son projet 1000 Palisse, la maison Hennessy mobilise les viticulteurs de l'AOC Cognac afin de planter 1000 km de corridors végétaux d'ici 10 ans. Hennessy finance l'accompagnement technique et scientifique et l'achat des plants et fournitures. Le viticulteur prend en charge la préparation des sols et les plantations. On peut applaudir effectivement les 3 nommés de cette catégorie. Et on va découvrir le lauréat de cette catégorie. Et il s'agit de la commune de Montrollet, point culminant de la Charente. Et je vous propose qu'on accueille Benoît Savy, le maire, qui je crois est venu avec la première adjointe, Céline Bouteau. Allez, on les accueille. Nous rejoignent. Alors on a goûté leur miel de Montrollet, il est très très bon. Alors on lance pas ce débat ce soir de la ville la plus élevée de Charente, parce qu'on n'a pas le temps. Mais ouais, non, mais justement, non. On va dire que c'est Montrollet, mais on veut pas de débat. Allez. Bonsoir à tous les deux. Première question d'abord. En fait, il veut se débarrasser parce que ça, c'est lourd. C'est un très beau prix. Il se dit, tiens, je vais lui refiler et on va répondre aux questions. C'est parti. Première question, pourquoi ce virage environnemental en 2017 ? Bonsoir à tous. Ce virage environnemental, en fait, on l'a pris sans trop s'en apercevoir. On a une nouvelle équipe qui est arrivée aux responsabilités en 2014 et puis on s'est dit, on a moyen de gérer nos espaces publics sans plus de phytosanitaires, tout simplement parce qu'on pensait que l'avenir nous forcerait de toute façon à les laisser de côté. Donc on a commencé à travailler avec les élus, avec les agents, avec quelques habitants, et puis sans trop forcer, j'allais dire, on s'est rendu compte en fait qu'on calait avec le label qui était porté par le Poitou-Charentes à l'époque, donc qui était un label zéro phyto, pour lequel on a postulé et la première année on a décroché nos 4 papillons et la mention spéciale. Ce papillon est devenu un peu le symbole justement de cette prise de conscience chez nous et a entraîné en fait un certain nombre de choses derrière. Il a montré en fait aux élus, aux agents, aux habitants que même dans une commune de 315 habitants, on peut mettre en fait des enjeux sociétaux, environnementaux au cœur en fait du faire ensemble. Et donc ça a été un déclencheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toute notre com, on a ce papillon avec cette couleur fuchsia qui montre justement cette première prise de conscience par cette labellisation qu'on a obtenue à l'époque. Et puis surtout la couleur fuchsia, la couleur de l'impertinence. Voilà. Alors, chaque décision associe un élu, une association et un collectif de citoyens. Les projets sont discutés en réunion publique. Vous avez à cœur de promouvoir la démocratie participative. Est-ce que c'est aussi une façon de rendre la transition écologique un peu plus sexy ? Alors oui, c'est une façon de la rendre plus sexy, puis surtout, c'est une façon de la partager. Parce que souvent, en fait, nous, on a des idées, on a des opinions, on a même des convictions politiques, mais avant de passer à l'action, et ça a été dit tout à l'heure, il faut les partager pour qu'on puisse en fait traduire tout ça dans de l'action. Et donc effectivement, on est une toute petite commune, mais on a un certain nombre d'organes de démocratie participative directe. On est par exemple, je pense, la seule en Charente à avoir des conseils de hameaux qu'on réunit tous les mois. On invite 30 habitants chaque mois pour venir en fait en mairie discuter des projets qu'on peut avoir nous au niveau de la municipalité, mais aussi des difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. On les reçoit avec un référent élu, le maire, les adjoints, et c'est une discussion sans filet. On a aussi d'autres dispositifs comme ça qui nous permettent en fait d'avoir une prise directe avec nos habitants et donc de pouvoir les sensibiliser à des thématiques qui sont pour nous indispensables à mettre au cœur de nos aménagements. Et j'aime bien la formule de Nicole qui parle souvent de ménagement du territoire et pas d'aménagement du territoire. Et ben nous, pour le coup, on a essayé de colorer cette formule depuis le départ. Nicole Bonnefoy. Nicole Bonnefoy et non pas Nicole Bonnefond.
Elle deviendra peut-être Nicole Bonnefond un de ces jours, mais pour l'instant, Ah, a priori, c'est pas d'actualité. Une question pour vous, madame. Est-ce que donc, ce mode de fonctionnement, tous ces projets, cette démocratie participative, c'est un argument pour attirer de nouveaux habitants? On sait que c'est un peu le nerf de la guerre en milieu rural. Un argument, je ne sais pas, mais quand les nouveaux habitants arrivent, ils sont ravis de venir sur les animations et de participer. La plupart des nouveaux arrivants sont sur nos animations ruchers, vergers et proposent même à des anciens habitants de la commune de venir avec eux et ça crée vraiment du lien et ça a du sens. Voilà. Merci beaucoup. Valentin Bonnet. J'ai une très bonne nouvelle, vous allez pouvoir remettre le prix. Allez-y, avancez tout de suite devant. Allez-y. Allez, photo, applaudissements. Si vous voulez bien les encourager. Allez, je décarbone, tu décarbones, il décarbone, vous décarbonez tous, c'est la décarbonation et la bouteille est restée, oui tout à fait. On ne va pas arriver à en sauver une avec les Nels, c'est notre challenge ce soir. Désolé, Armel Leni, on vous revaudra ça. Et donc, du coup, ça y est, je suis perdu. Décarbonation, évidemment. Et on va appeler Florent Morillon, c'est pour ça que vous voulez garder le cognac, président du BNIC, qui nous rejoint tout de suite, le président du BNIC, pendant qu'on découvre un très beau film sur le BNIC. La filière cognac est fière de contribuer positivement au développement de son territoire en prenant en compte le bien-être de tous ses habitants. Nous souhaitons encourager toutes les synergies possibles et fédérer les meilleures pratiques dans un seul objectif, celui d'une transition environnementale réussie. Pour moi, être un viticulteur engagé, c'est essayer d'avoir un impact positif à tous les niveaux pour mon territoire. Faire en sorte que la terre soit protégée, les êtres humains qui y travaillent et aussi les consommateurs. On est forcément sensible à ce qui nous entoure. On a ce devoir du respect du monde du vivant. Bonsoir Président, vous êtes le président du BNIC, faut-il le rappeler, vous avez remplacé et succédé plus exactement Christophe Véral, qu'on salue, qu'on a eu de nombreuses fois. Vous êtes aussi par ailleurs, c'est bien de le dire par rapport à la maison qui permet de repartir pour certains et certaines avec des bouteilles, le directeur des relations viticoles et affaires institutionnelles chez NC. On voit le voir, les intrants, la discussion, le dialogue, cognac engagé, on est en train de vivre une mutation qui s'accélère. En quoi c'est important pour vous, BNIC, non pas de l'accompagner, mais peut-être même de la diriger et de les inciter à faire ce boulot? Alors, tout d'abord, bonsoir et merci vraiment de cette belle initiative. Ce que je voudrais dire, c'est que la transition environnementale, c'est vraiment la priorité de la mandature, bien sûr avec l'accès au marché. Nous voulons une filière qui soit plus verte, qui soit plus vertueuse. Il en va de l'avenir de notre filière cognac. Et pour ce faire, nous avons mis en place, comme vous le savez, cette certification environnementale cognac. Et donc cette certification environnementale cognac a obtenu l'agrément du ministère de l'Agriculture. Donc c'est une certification vertueuse qui repose globalement sur 24 axes, sur 5 grands piliers. Je voudrais en citer quelques-uns. Bien sûr, la biodiversité, bien sûr, le respect du sol, le travail du sol et le respect du sol, la qualité de l'air, la qualité de l'eau aussi. Et puis la décarbonation, on y vient et on y travaille énormément. Quand je dis on y travaille énormément, c'est par exemple au sein des maisons, c'est sur le poids du verre, c'est sur les packaging, on enlève maintenant un certain nombre de packaging, c'est bien sûr sur les exploitations en utilisant des tracteurs qui consomment moins, par exemple. Et puis on a un gros projet, parce que comme vous le savez, on distille dans cette... Oui, c'est un scoop. On distille et en termes de décarbonation... pour nous, c'est une priorité. Et il faut savoir qu'on a un gros projet maintenant depuis plusieurs années de distillation à la vapeur. Donc on est à l'état expérimental. On avance bien sur ce projet. Donc voilà quelques exemples. Et pour nous, c'est vital. Nos consommateurs attendent ça de nous. Bien sûr, nos citoyens attendent ça de nous. Et nous attendons. Ça fait partie de notre ADN. Florent Morillon, on est dans une période, et malheureusement, c'est vous le président qui est arrivé au moment de cette période. Vous parliez d'accès au marché. La crise, elle est là aujourd'hui dans le cognac. On ne va pas être catastrophiste, mais il y a quand même une grosse baisse sur les marchés chinois, le marché américain. Est-ce que ça ne peut pas être une excuse pour certains, ou même une réalité financière, économique, pour limiter et freiner cette transition énergétique, ou est-ce qu'elle tiendra bon, même s'il y a une crise des ventes? Alors, non, ce n'est pas une excuse.
Malheureusement, tous les vignobles français aujourd'hui sont touchés par un niveau de crise, quel qu'il soit. Effectivement, nous passons un moment un peu plus compliqué pour différentes raisons que vous connaissez. Ceci étant, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la priorité, une priorité majeure, parce qu'il en va de l'avenir, et on prépare l'avenir. Et donc, pour ce faire, le BNIC est là pour accompagner les viticulteurs. Mais en fait, il y a tout un écosystème. Il n'y a pas que le BNIC qui travaille sur le sujet. Il y a bien sûr les maisons de négoce qui accompagnent. Il y a les syndicats viticoles. Il y a les chambres d'agriculture. Et je salue, j'ai vu un des présidents tout à l'heure. Il y a les centres de gestion. Il y a les coopératives. Donc c'est l'affaire de tous. Et on travaille tous sur cet objectif. Je voudrais rappeler l'objectif. C'est que tous nos viticulteurs obtiennent d'ici 2028 une certification. Quand je dis une certification, ce n'est pas uniquement la certification environnementale Cognac que nous avons mise en place. Nous voulions une démarche inclusive et ouverte. Donc si le viticulteur préfère être en bio, c'est son choix et ça nous va très bien. S'il préfère choisir la norme HVE, ça nous va très bien. Ce que l'on veut, c'est qu'il obtienne une certification de façon qu'en 2028, que toutes nos exploitations soient certifiées. HVE, haute valeur environnementale, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va justement regarder avec vous, Florent Morillon, Monsieur le Président, les 3 nommés dans cette catégorie ô combien importante d'étoiles décarbonées. Le tonnelier vise l'autonomie. La tonnellerie Vicard fait de la préservation de l'environnement l'une de ses priorités. Jean-Charles Vicard, qui est à sa tête, fait de l'innovation technologique un outil pour décarboner la tonnellerie et viser l'autonomie en énergie à l'horizon 2050. L'entreprise Eco-Impact, créée il y a 3 ans, lave des bouteilles et des bocaux en verre pour les remettre en circuit. Alors qu'ils ouvrent un centre industriel à Cognac, leurs dirigeants Martin Calmette et Pierre-Olivier Bouvry imaginent déjà dupliquer leur modèle ailleurs en Europe. La société Investir Ensemble multiplie les rachats depuis 3 ans dans ce qu'on appelle les verrues urbaines. Elle a été fondée par Frédéric Pedro, qui a convaincu son entourage de le suivre. L'entreprise compte à ce jour 18 biens à Angoulême et vient à nouveau d'ouvrir son capital. Allez, on applaudit ces 3 nommés avant de découvrir qui des 3 sera le vainqueur. Avec vous, Lénaëlle. Et c'est tout de suite. Et le jury a désigné l'entreprise Eco-Impact à Cognac. Et on accueille Martin Calmette, l'un des 2 fondateurs, qui était d'ailleurs à Paris aujourd'hui et qui a rejoint la Charente. Allez, et nous les sacs rejoignent spécialement pour nous. Bonsoir, micro, interview avec Bonsoir. Lénaëlle, remise de prix. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a vu, votre entreprise s'apprête à changer de dimension. Vous ouvrez un centre industriel à Cognac qui va permettre de laver 7 millions de bouteilles par an contre 200 000, 7 millions, ouais. Voilà, contre 200 000 à 300 000 aujourd'hui. Alors, pourquoi un tel défi économique ? Écoutez, déjà, merci beaucoup pour cette récompense. Bonsoir à tous. Je vais vous donner des ordres de grandeur, quelques chiffres pour que vous ayez en tête de quoi on parle. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais on consomme en France chaque année 4,5 milliards de bouteilles en verre, de vin, pardon. Et si on élargit au sirop, la bière et tout, on parle de plutôt 15 milliards de bouteilles en verre. Donc on est sur un enjeu qui est assez énorme. Et pour donner quelques chiffres encore, excusez-moi, le réemploi des bouteilles en verre, ça permet une réduction des émissions carbone de 79% par rapport à une bouteille à usage unique. On est de moins 80%. Et on consomme moins d'eau en lavant des bouteilles plutôt que fabriquer des bouteilles neuves. Donc il y a des gros enjeux environnementaux derrière. Et donc du coup, l'enjeu maintenant, on a démontré avec l'atelier que vous avez montré, qu'on a installé dans un ESAT à Cognac, que le modèle était faisable. Et maintenant, on veut le massifier et le déployer. Et donc c'est le sens de ce premier site industriel qu'on va faire pour monter en volume et dans le but d'encourager un peu et d'aider la filière, notamment au Cognac, avec toutes les filières des boissons, d'entrer dans une démarche d'économie circulaire beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Alors, vous êtes les seuls à nettoyer toutes les bouteilles de tout type, toute forme. Est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre certains clients, notamment les clients haut de gamme, qui font des bouteilles très travaillées, de l'intérêt de laver des bouteilles plutôt que d'en concevoir de nouvelles ? Exactement, c'était vraiment le défi, notre principal défi, c'était d'adresser, donc il existe des solutions de réemploi dans des produits un peu plus mass market et qui ont des démarches de standardisation de forme de la bouteille pour aider le réemploi. Et pour des produits à plus forte valeur ajoutée, la forme de la bouteille est importante et la qualité est importante. Et donc c'est exactement ce que l'on fait, on a démontré qu'on est capable de laver des bouteilles de forme spécifique tout en ayant un haut niveau de qualité. Et c'est ce modèle-là qu'on est en train de développer et de déployer.
En fait, la consigne existait dans les années 70. On a un peu, voilà, on a tout ça en tête, et elle a été abandonnée pour différentes raisons. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70? Il y a eu beaucoup d'écoles marketing, de communication qui sont lancées. Donc, la forme de la bouteille maintenant est extrêmement importante. Donc, on est les seuls à avoir développé ce modèle qui permet de réutiliser toutes les bouteilles, quelle que soit leur forme. Alors, vous y avez un peu répondu, mais quand même, on se dit que laver 7 millions de bouteilles, c'est beaucoup d'eau. Comment vous restez vertueux dans votre futur centre industriel? Oui, alors déjà, on se compare à un process qui est le process de fabrication du verre neuf, qui nécessite lui-même beaucoup d'eau. On a la chance d'avoir une usine de verre à Cognac, on l'a visité, pour ceux qui l'ont visité, donc il y a des besoins d'eau dans le processus verrier. Et il faut savoir que quand on lave des bouteilles, en fait, on est en circuit fermé, on a des bains en circuit fermé, on recycle l'eau, on la retraite pour la rendre potable et pour la réutiliser. C'est ce qui permet vraiment de baisser énormément la consommation d'eau. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Allez, remise Merci du prix. Messieurs, mettez-vous là tous les deux, avancez-vous. Merci beaucoup. Allez, c'était le dernier prix avant le Grand Prix qu'on aura dans quelques minutes, puisqu'on va voir, grâce à sa présence, un autre moment d'échange avec Corinne, qui va rejoindre Lénaël sur scène, le temps d'installer ce manche debout, le temps de vous rappeler que demain, il y aura 4 pages spéciales dans la Charente Libre, évidemment, ça sera sur Internet. 4 pages spéciales pour le même prix du journal habituel, m'a dit Marc Dufaux, qui a essayé de l'augmenter quand même. Il m'a dit, tiens, on va peut-être faire un peu plus. Non, on va le mettre à 4 pages. Bon, donc demain, 4 pages. Excusez-moi, il faut que je me meuble parce que le temps que... Bien, Lénaël, Corinne, c'est à vous. Alors merci d'être de retour parmi nous. Je vous ai vu très attentive à ces remises de prix, à ces histoires à hauteur d'hommes et de femmes. À travers ces initiatives, on a le sentiment que le salut vient parfois plus des initiatives des citoyens que des politiques. Alors d'abord, est-ce que vous partagez ce sentiment? Et qu'est-ce que les politiques ont raté ou insuffisamment fait dans la transition environnementale? Cette question est difficile, surtout la deuxième. La première, oui, je pense que le salut vient des citoyens, c'est-à-dire que sans les efforts des citoyens, des citoyennes et sans leur capacité à s'organiser dans un tissu social, et là où ils sont aidés par des politiques, souvent locaux, eh bien, il n'y a rien. Et de manière générale, Paul Ricoeur écrivait que une société joue son destin dans la conscience des individus et dans l'action, mais c'est vrai. C'est évidemment, on ne porte pas les individus tout sur nos épaules, il faut des changements structurels, des incitations, des règles juridiques, des incitations économiques, mais quand même, et même au niveau politique, sans les dispositions morales qui permettent aux institutions de fonctionner, ces institutions ne sont que des coquilles vides et peuvent même être perverties. Donc c'est vraiment important. Maintenant, ce qu'ils ont raté, ce n'est pas moi qui vais donner des bons points ou des mauvais points. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une crise politique majeure dans toutes les démocraties, on en reparlera, la faute n'incombe peut-être pas seulement aux politiques. Ce qui est certain, c'est que la démocratie est toujours à inventer. C'est, je le disais tout à l'heure, l'institution progressive du bien commun. Ça veut dire que ça s'oppose aussi au dogmatisme. Ça suppose de penser contre soi-même, d'être capable d'instituer des normes qui peuvent être valides pour une communauté, même si ça va à l'encontre de ce que soit on aimerait. Donc, au passage, je réponds pour la ferme qu'effectivement, moi je suis végane, d'accord, mais je pense que les petites fermes, enfin les élevages, on va dire, respectueux des animaux et même plus pour l'environnement, bien sûr que c'est vertueux, hein, je ne remets pas en question cela. Mais donc, moi je dirais aussi, les politiques sont un peu le reflet d'une société et il y a aussi quand même... beaucoup d'arrogance, même chez les intellectuels, une manière comme ça de distribuer des bons points, de s'opposer sans être capable d'accepter la conflictualité à l'intérieur de soi. Hein. Et voilà. Et donc du coup, moi je trouve aussi que les politiques, ça devient un jeu, en particulier en France, d'insulter nos politiques. Et moi j'aime pas du tout ça. Je trouve que ça c'est très pervers et ça abîme profondément la démocratie, mais on va peut-être en parler. Effectivement. Vous jugez que la cause animale pour laquelle vous êtes beaucoup engagé n'est pas suffisamment prise en compte. Comment la rendre plus visible ? Elle n'est pas du tout prise en compte, ou à peine. Je veux dire que sur la question animale, il y a des lois, notamment européennes. Je prends l'exemple de l'expérimentation animale. Il y a une directive européenne de 2010 qui, d'ailleurs, contient un article
stipulant que l'animal a une valeur intrinsèque, donc non instrumentale, et qui vise à faire des 3 règles, de réduire, à raffiner, donc anesthésier, ou remplacer un principe juridique contraignant, et pas seulement moral. Ça en fait un horizon avec une visée abolitionniste, mais évidemment en encourageant les expérimentations sans modèles animaux, et il y en a énormément qui marchent, qui sont même mieux, notamment en cancérologie, etc. Et pendant longtemps, ça change un petit peu, parce que le ministère de la Recherche, tout ça, a mis son nez dedans, l'INSERM, eh bien, on continuait à faire des expérimentations, 12 millions en Europe, c'est le chiffre bas, 2 millions en France d'animaux sacrifiés, parfois pour des expérimentations redondantes. Donc, il y a souvent un décalage, il y a des lois parfois pas trop mauvaises qui ne sont pas appliquées. Voilà. Il y a eu des progrès en France, il y a eu quand même cette loi sur les animaux qui faisait que les delphinariums, les cirques avec animaux sauvages devaient finir. Mais évidemment, ce n'est pas toujours fait avec pragmatisme, parce qu'il faut penser le placement de ces animaux, qui peuvent parfois pas vivre à l'état sauvage, après des années de captivité et d'usure. Mais de manière générale, si ça avance pas, alors que c'est devenu un sujet sociétal, moi quand j'ai commencé, je le cachais presque, pour avoir un poste, il valait mieux déjà que c'était difficile. Mais c'est devenu, d'ailleurs ça m'a étonné, cet engouement des jeunes. Moi, mes amis qui ont des enfants, eux ils ont mon âge, ils ont des enfants plus vieux, me disent oui, mes enfants sont comme toi, donc c'est pas un cadeau. Mais donc concernés par ça, moi je pense que la question, encore une fois, c'est que c'est des questions difficiles qui divisent, il y a des intérêts économiques, il y a pas seulement des conflits d'intérêts, mais des conflits d'identité. Je prends l'exemple de la corrida, il est évident que la manière dont on a construit socialement l'idée de la mort d'un animal sauvage, d'un herbivore innocent, mais l'image de la virilité entre en compte dans la chasse, à court, etc. Tout ça, ça ne se déconstruit pas par un claquement de main. Et souvent, les ambassadeurs de la cause animale ne sont pas les plus justes, les plus matures. Néanmoins, toutes les associations, L214 et d'autres, ont pu montrer l'horrible qui a lieu chaque jour partout dans le monde et qui s'intensifie. Et voilà, donc moi je pense que, et je l'ai dit souvent quand j'ai été consultée, y compris par des représentants des gouvernements successifs, qu'on peut trouver des pistes communes, y compris avec les acteurs, les éleveurs. Et à chaque fois qu'à l'époque, il y avait des réunions, je trouvais que je m'entendais avec, ou dans la mode, où il y a évidemment la mode, cuir, tout ça, ou dans des représentants des filières de viande ou d'abattoirs. Et on avait des accords, il y avait des choses qu'on pouvait faire. Et puis, en raison de la conflictualité, qui n'est même pas une conflictualité, parce que la conflictualité, c'est nécessaire à la démocratie, mais de ce chaos permanent et de ces égos surdimensionnés qui ne savent pas penser contre eux-mêmes ni instituer le bien commun, tous les simples efforts qui sont faits et qui pourraient donner lieu à des propositions à la fois bonnes pour les éleveurs et pour les animaux, bien sûr, eh bien, ça ne marche pas. Et je finirai par dire, on a parlé d'environnement, je sais que vous avez salué les initiatives de personnes qui aident les autres à manger mieux, c'est-à-dire quand même à manger avec moins de produits animaliers, quand même, il faut le dire. Et bien ça, moi je suis toujours étonnée que, alors que 3 fois par jour on mange et qu'on atteste le monde dans lequel on veut vivre et quelles personnes et quels êtres on soutient, eh bien qu'il y ait si peu de choses qui soient faites au niveau des restaurants, au niveau de la cantine, qu'il n'y ait pas au moins un repas végétarien par jour dans les cantines. Et c'est ça qu'il faut soutenir. Mais, donc du coup, moi j'abandonnerai jamais. Mais il est évident, actuellement, c'est un sujet qui passe évidemment. Il ne faut pas la ramener trop sur les animaux actuellement, mais on remettra ça. Et ça, je le dis parce que ça vaut aussi pour l'environnement. Quelles que soient les régressions, et elles sont énormes, quels que soient les retards, quelque chose se passe qui est profond, irréversible, ce désir de vivre autrement, en mangeant mieux, en vivant mieux, en ayant plus de convivialité, on en parlera, en faisant moins de mal aux autres humains et aux animaux. Ça, je crois que c'est un mouvement qui, moi j'appelle l'âge du vivant, qu'il faut accompagner et qui est là, même s'il y a des régressions. Et moi, je suis philosophe, donc mes maîtres, c'est des grands philosophes comme Spinoza, qui a écrit
traité théologico-politique de manière anonyme, tout le monde l'a reconnu en 1670, c'est les prémices de ce qu'on appelle la démocratie libérale, la séparation de l'Église et de l'État. Des siècles avant, eh ben c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir cette vision. Et moi, je pense que la question animale est le chapitre de... C'est le miroir de ce que nous sommes devenus avec un système qui nous aliène et qui crée de la misère partout, mais c'est aussi le chapitre d'une réconciliation avec nous-mêmes et les autres vivants qui n'abolit pas les différences entre nous et les animaux, mais qui pourrait amener quelque chose de profond, et c'est des enjeux, excusez-moi le gros mot, civilisationnels. Donc moi, je pense que ça viendra et il faut le porter, mais c'est sûr que politiquement, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est compliqué. Alors vous avez beaucoup travaillé sur les Lumières, le siècle des Lumières. Souvent, vous en avez même fait un livre, les écologistes disent que les Lumières et la modernité sont responsables du pire, mais vous prenez vraiment le contre-pied de cela. D'abord, souvent, ils lisent pas. Ou ils lisent mal. C'est-à-dire qu'ils font de Descartes le super bad boy responsable de la bombe atomique. Descartes, c'est pour allonger la vie humaine qu'il célèbre la technique qui nous devrait nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais enfin, à l'époque, on ne vit pas très longtemps, on n'a pas de machine à laver, etc. Donc, ils décontextualisent tout. Souvent, quand on dit ça. Par ailleurs, moi, je pense qu'il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que les droits de l'homme, qui ont plusieurs générations, qui sont aujourd'hui d'ailleurs complétés par les réflexions sur les devoirs que nous avons à l'égard de l'humanité, du patrimoine de l'humanité, des autres cultures, etc., c'est un processus inachevé. Et les Lumières désignent moins, disait Michel Foucault, qui est né pas loin, à Poitiers, désignent moins un siècle, un continent qu'une attitude, un ethos, qui consiste à regarder son présent pour en faire l'objet de sa pensée et à identifier les dangers et les défis à relever. Donc c'est vraiment une attitude visant à penser que l'avenir n'est pas figé d'avance et qu'on peut renouer ce lien entre la théorie et la pratique qui a été rompu, effectivement. Et donc, du coup, et moi, je pense que les Lumières, l'autonomie, l'idée d'une émancipation, d'un arrachement, l'idée de fonder un ordre social et politique, non pas sur les essentialistes, les hiérarchies, mais sur l'égalité en dignité de chacun, de chacune, l'idée de la raison comme outil pour s'arracher à des schémas datés, puis à penser un projet commun, par-delà nos différences, et bien que des pans entiers de notre identité soient socialement construits, le genre, etc., l'apport des postmodernes, des féministes, des postcoloniaux est important aujourd'hui, mais je pense que les Lumières, c'est une idée, c'est un geste qui consistait aussi à nommer une époque. Quand il voit les révolutions françaises, il dit finalement il y a quelque chose qui se passe qui est fort, il faut l'accompagner. Eh bien ça c'est important, mais évidemment la question écologique dans sa profondeur invite à critiquer les fondations par un peu dualistes de l'Occident et des Lumières passées aussi, de cette séparation de l'humain et des autres vivants, cette manière d'avoir pensé pour de très bonnes raisons l'humain à la lumière de la liberté, du projet, donc de l'extériorité, eh bien cela était positif, mais on coupait un peu l'individu de ses appartenances. Alors c'était important pour accorder une dignité à chaque être indépendamment de son statut, mais ce faisant, on a oublié un peu ce rapport au vivant, qu'il s'agit en fait de reprendre. Mais c'est un geste, vous voyez, à la fois critique des Lumières passées, des Lumières après les Lumières, après Auschwitz, Hiroshima, les crimes coloniaux, après l'inversion du progrès en régression, de la rationalité en irrationalité dont le XXe siècle et le XXIe sont témoins. Cette idée, et il y a une généalogie du mal, du nihilisme à faire, et que j'ai fait dans ce livre, Les Lumières à l'âge du vivant, j'ai essayé, mais ça ne veut pas dire que tout est négatif, et au contraire, il s'agit de reprendre cet héritage et en plaçant l'écologie, qui, encore une fois, n'est pas seulement liée à la biodiversité et à l'environnement, qui est une autre manière de vivre, et une autre manière de se penser, et qui suppose justement ce travail sur soi, cette révision de ses cartes mentales et cette autre manière de vivre ensemble. Là, je crois que la question de l'altérité et du commun est au cœur d'un nouvel universalisme qui ne serait pas surplombant et aveugle aux différences, mais accueillant la diversité. Alors, une dernière question. Vous êtes philosophe politique. Vous avez commencé votre carrière en travaillant sur la démocratie, notamment la fragilité de la démocratie. Quel regard vous portez sur la situation actuelle à 3 jours du premier tour des élections législatives ?
Je dirais que c'est vrai que moi j'ai commencé, si je puis dire, ma entre guillemets carrière en travaillant sur les auteurs juifs allemands qui ont vécu l'effondrement de la République de Weimar et qui ont bien vu aussi que dans le psychisme humain, ça prenait naissance, le fascisme, avant d'être dans les institutions. Mais c'est vrai que je relisais ces derniers mois les pères fondateurs de la théorie critique, donc une école allemande fondamentale. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le prophète du mensonge, et ils disent que certains ou certaines exploitent le malaise social et pratiquent une sorte de psychanalyse en l'envers. C'est-à-dire que c'est vrai que les modernes, nous tous, nous éprouvons un sentiment de nullité, d'impuissance, on se sent jetable, substituable, les conditions de travail, l'effondrement des repères, l'atomisation de la vie sociale, bref, tout ça, ça a généré une sorte de désubjectivation, un sentiment d'être nul, Et ça crée un malaise, un mécontentement, qui est un peu comme une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à une cause spécifique. Et certains sont des agitateurs, c'est-à-dire qu'ils vont non pas créer ce malaise, mais l'exploiter, l'aggraver, un peu comme une plaie, dit-il, qu'on gratte, qu'on dit de gratter, et vont figer ce malaise en désignant des coupables, et en rendant les personnes, en désignant des gens qui profiteraient du système et rendant les gens paranoïaques. Et je crois que ces agitateurs qui crée une sorte de psychanalyse à l'envers, c'est-à-dire que la psychanalyse, c'est mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX qui nous encombrent pour un peu nous libérer. Là, au contraire, c'est fermer la porte à toute analyse, à toute enquête sociale, fermer la porte à toute réforme et continuer. Et ça marche. Et plus c'est gros, plus ça marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'on lise Platon, mais qu'on lise ces grands juifs allemands que moi j'aime beaucoup, des années 30, eh bien, en fait, ça a toujours existé. Des petits Trump, ou l'homme à la tronçonneuse. Là. Il y en a plein, ils donnent plein d'exemples de ces gens-là, mais ils étaient en dehors du système. Et c'est vrai que quand on est dans une période comme ça, où les mécontentements sont importants, ces agitateurs marchent. Et les arguments, la rationalité ne peut pas leur barrer la route, parce que précisément, et moi ça c'est une de mes hypothèses, ils créent une sorte d'emprise, c'est-à-dire que ce mécontentement, ces frustrations vont être aiguisées et vont réveiller des pulsions, des interdits inconscients qui vont décharger sur des populations. Donc du coup, ce qui est important, c'est de savoir que ça a marché, mais je dirais pour finir, puisque je suis trop longue, là c'est un diagnostic, c'est que je crois que la résistance, qui sans doute sera nécessaire dans quels que soient les résultats, elle n'est pas forcément spectaculaire, c'est pas le grand soir, elle commence par ce qui a été fait ici, par des gestes, des actions, des organisations et par la création de la convivialité. C'est vrai que quand vous mettez des gens ensemble, il y a eu, je ne sais plus où, des festivals de la soupe qui accueillaient les différentes cultures, eh bien, on désamorce ces réflexes identitaires, ces crispations qui s'appuient sur un sentiment d'impuissance et qui poussent les êtres à être paranoïaques et à embrasser des récits simplificateurs qui vont finalement exalter une identité nationale, un nous contre vous. Et donc la convivialité, c'est pas seulement le plaisir d'être ensemble, c'est une résistance, attester le monde dans lequel on veut vivre, quand on mange, quand on s'habille, quand on est là. Et donc, et continuer, et pour finir, moi qui aime beaucoup ces philosophes dont certains ont eu des vies tragiques, comme Lévinas, par exemple, qui a perdu ses deux frères, ses parents assassinés par les nazis, mais qui disait quand nous avions cru mourir en même temps que la justice. Alors, la dignité est dans cette petite cabane ouverte à tous les vents de la conscience et qui consiste à dire qu'il y a encore la possibilité de croire en certaines valeurs, quand bien même le monde entier dirait que c'est faux. Donc tenir debout. Et voilà, donc moi, et je crois vraiment que quelles que soient les régressions, et il y en aura, quelles que soient les oppositions, et il y en a, sont musclées, eh bien il y a cet âge du vivant, dont le féminisme, la cause animale, l'écologie, le vœu de plus de convivialité sont les signes précurseurs, et qui peut donner lieu à un autre modèle de développement. Et même si les autres gagnent quelque temps, je crois que ça avancera, parce que et j'ai réintroduit même l'idée de progrès pour ça. Je pense que
Voilà, même si là, il y a une belle régression, on va sûrement souffrir à plusieurs niveaux, et on souffre déjà. Voilà, mais je pense que c'est tellement, il faut beaucoup. Moi, j'ai une de mes amies qui est turque, qui est réfugiée politique, hein, qui a quitté le régime avec une petite valise. Hein. On disait souvent ensemble quand on était en Allemagne, il faut croire malgré tout en l'humanité pour éviter que justement, sur ce dégoût de l'humanité, les agitateurs ou les prophètes du mensonge, les fachos, quoi, gagnent. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup pour ce message d'optimisme. Merci, Corinne Pelluchon. Merci, Corinne Pelluchon, de nous faire croire encore ce soir et quelques jours, j'espère, à l'humanité et très longtemps. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on vous applaudisse à nouveau pour être venu ici ce soir, tenir ces propos grâce au talent partagé avec l'ENAEL qui avait fait un gros travail que vous retrouvez dans le supplément de la Charente Libre, qui est dehors pour ceux qui veulent aller plus loin. Et non, vous n'avez pas été trop long, si je puis me permettre. C'est nous qui ne laissons pas assez de temps parce qu'il faut qu'on avance et qu'on se retrouve pour un moment de convivialité. Vous savez, ces moments qui participent à la démocratie, au bien-être. On va le mettre en application, vous allez voir, c'est formidable. Allez, on va passer au Grand Prix, Lénaël. Ben oui, et pour un Grand Prix, il faut un grand partenaire. Non pas que les autres aient des petits partenaires, nous n'avons que des grands partenaires. Mais ce soir, nous allons appeler à nous rejoindre le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, représenté par sa présidente, qui va nous rejoindre ici même. Oui, oui. Nous sommes au plus près de chacun pour changer la mobilité et soutenir l'économie locale. Au plus près de chacun pour faire avancer tous les projets. Pour se lancer dans la vie ou commencer une nouvelle vie. C'est toute la force de notre modèle coopératif. Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Je ne savais pas qu'Armel Leni faisait du surf. C'était lui, tu crois? Ah ben, j'ai l'impression. Allez, private joke terminé. On va revenir à des choses beaucoup plus sérieuses. Concernant justement ce Grand Prix Étoile d'environnement, je crois savoir, Madame la Présidente, que c'est un choix quasi-personnel. En tout cas, vous avez choisi ce prix et vous avez choisi d'engager le CMSO, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, dans cette soirée. Ça fait 2 questions pour une réponse. Je vais essayer d'être brève. Alors, sur ces 2 questions, déjà, bonjour à toutes et tous. Merci, Madame la philosophe, pour vos beaux mots. Et je vais rebondir sur cette première entrée parce que vous avez parlé d'humanité. Je crois qu'on est une banque à taille humaine déjà. On est une petite ETI, 10 000 salariés, groupe Crédit Mutuel Arkea. Et puis 3 000 administrateurs, ça pèse aussi. Donc nous, quand on se rencontre aussi, on fait des projets, on se demande aussi quelle banque on veut être demain. Qu'est-ce qu'on veut porter en fait comme flambeau? Pourquoi on est là sur cette planète, sur ce moment-là? On est tous à un moment donné des passeurs et on avait envie de passer et d'être acteurs. Et j'ai vu le mot engagé. Alors beaucoup d'engagés ce soir. Pour le BNIC entre autres. Pour le BNIC, on est peut-être des banquiers engagés. En tout cas, on a décidé de s'engager dans cette voie de l'environnement pour être un banquier responsable. Donc on s'est vraiment engagé. On est passé entreprise à mission en 2020. On a signé aussi la charte NZBA qui effectivement regroupe l'ensemble des... Ça parle à tout le monde d'un seul coup. Je crois pas. NZBA, c'est clair. NZBA, en fait, c'est une association, en tout cas une union des plus grands groupes bancaires internationaux. C'est organisé par l'ONU. En fait, on s'est mis un petit challenge. Le petit challenge, c'est que l'ensemble de nos financements à l'horizon 2050 serait à l'équilibre en termes de gaz d'émissions à effet de serre. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur ces financements. Et on en a vu plein de financements aujourd'hui parce qu'on a vu plein de projets. Et donc, l'envie d'être présente ce soir, c'est de dire qu'on est là en soutien de tous ces beaux projets et tous ces moments individuels dont on parle et qui font que on avance, que notre humanité avance. Et on est ce financeur-là du territoire. Est-ce que ça veut dire, sincèrement, parce qu'on est quand même dans un monde des affaires, on l'a vu avec le BNIC, on le voit avec LM Soleil, évidemment, on a tous besoin à la fin du mois que ça aille mieux dans la colonne positive que négative. Est-ce que c'est à dire qu'une banque comme la vôtre aujourd'hui a peut refuser de financer des projets ou a peut au contraire bonifier des prêts sur des projets particuliers? Ou est-ce qu'on se dit quand même, bon, il y a un peu d'argent à faire, on va y aller quand même, mais on va leur dire de faire attention? En fait, ça dépend quelle banque on veut être. Quand on veut être cette banque responsable, cette banque à impact, cette banque engagée, oui, on est en capacité de faire des renoncements. On en a fait. On a décidé de renoncer à tout ce qui est financement du charbon à 2027, des énergies fossiles à 2030. Alors, vous allez me dire, ça c'est simple, c'est facile, parce que c'est des grandes structures et ça va s'arrêter. Mais non, chaque politique sectorielle est regardée. On fait des renoncements. On en a fait un exemple concret de renoncer à financer des jets privés, parce qu'effectivement, en termes de bilan carbone par personne, c'est pas bon.
rond. Donc on y va, on fait des renoncements dans chaque secteur d'activité. C'est pas simple en fait en tant que banquier, parce qu'on se dit toujours, on n'est pas aidé par les politiques à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas effectivement de réglementation, et on se dit bien qu'il y a un banquier étranger qui va venir prendre l'affaire, mais c'est pas nous, c'est pas nos valeurs. Et à l'inverse, je crois qu'il y a moins de gens concernés par l'achat d'un jet privé pour transformer sa maison thermique ou accompagner un agriculteur qui veut être agriculteur éleveur responsable. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est là, effectivement, et c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Et il y a beaucoup de projets qu'on a financés ce soir, donc j'étais fière aussi de voir quelques clients sociétaires. Bon, je rappelle que vous étiez dans le jury, mais ce n'était pas un critère. Hein. Non, alors j'étais pas personnellement dans le jury, c'était pas du tout un critère. Non, mais la banque était représentée, mais je peux garantir que ce n'était pas un critère. Effectivement, et sinon je ne l'aurais pas dit d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà, dans ces transitions-là, oui, on aide. Alors on fait prendre conscience, c'est-à-dire que quand un client, un particulier, un professionnel vient avec un projet d'extension, de rénovation, etc., eh bien là, on est là en lui disant, si vous avez un bilan carbone plutôt positif dans cette opération, si effectivement vous regardez la partie énergétique, le bilan global, eh bien on va vous aider avec des prêts bonifiés. Pour les grandes entreprises structurées, on va même plus loin, puisqu'on lie le bilan carbone année à année à un taux d'emprunt, jusqu'à ce qu'il puisse baisser au plus bas niveau. Allez, on va remettre le prix, puis je vous parlerai d'un tricycle électrique vers Célette. Oui, on a une petite discussion à avoir. On ne les oublie pas. Les Naël, là on casse le rythme parce qu'on n'a pas de nommés, puisque les nommés, ils étaient 80, que le jury a voulu absolument faire un grand prix par rapport à ces 80 qui sont pour certains représentés, qu'on peut évidemment tous encourager à reconcourir pour une prochaine édition pour ceux qui n'auraient pas été lauréats ce soir. Et le gagnant est... Alors on va le découvrir ensemble, c'est le moment où on est censé faire durer un peu le suspense. Quelques secondes. On va découvrir le gagnant qu'a choisi le jury parmi ces 80 candidats. Ils viennent de Cognac. Il s'agit de l'association Les Jardins Respectueux. Et on accueille tout de suite son fondateur, Rémi Marcotte, qui je crois n'est pas venu tout seul. Alors ils sont sympas parce qu'ils ont Il a son chapeau comme toujours. Ils ont 1000 adhérents mais ils ne sont pas tous venus. Non, heureusement on ne serait pas tous rentrés sur scène. Voilà. Allez, on peut les applaudir le temps qu'ils nous accompagnent. Ils sont pas venus les mains vides. Les Jardins Respectueux, Château Bernard, ils ont la banane, le sourire, les voilà. 1, 2, 3, 4, 5 sur 1000, c'est pas mal déjà. Voilà. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Très bien. Alors, si vous regardez dans le rétroviseur, sur ces 13 dernières années, à partir de la création de l'association, quelles sont les petites graines que vous avez réussi à semer et à faire essaimer ? Alors déjà, oui, le premier jardin pédagogique qu'on a pu réaliser un petit peu avant la création de l'association, c'était à Celles, en Charente-Maritime, et c'était une belle histoire, en fait, d'avoir un enfant qui a grandi, qu'on a connu en maternelle et qui vient nous voir à l'âge de 18 ans et qui raconte voilà, tout ce qu'on a vécu ensemble à l'époque dans la création de ce jardin. Et voilà, ça c'est une réjouissance de toute l'équipe de voir qu'il a porté en lui des valeurs et puis il développe ça aujourd'hui. Voilà, ça c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Et depuis, vous avez fait, je crois, 35 jardins pédagogiques. Oui, le réseau s'est bien développé, voilà, avec le travail de toute l'équipe, avec un soutien de tous les bénévoles aussi, mais de l'équipe salariée aussi qui est très soudée. 6 salariés. 6 salariés. Et donc, oui, plusieurs jardins pédagogiques en Charente, Charente-Maritime, de Sèvres aussi, voilà, qui se sont développés petit à petit. Et qui aujourd'hui se retrouvent aussi dans les collèges, dans les lycées. Et donc c'est une autre éducation à l'environnement qu'on peut faire dans ces collèges et lycées. Donc on aborde Pythagore, Thalès, avec la création de structures géodésiques qui deviennent en fait des éléments qui vont végétaliser les cours d'école. Alors vous recevez 70 écoles chaque année, c'est comme ça aussi que vous éveillez donc à la biodiversité, mais avec votre regard, sur quoi on doit encore avancer collectivement ? Alors on reçoit en effet pas mal d'écoles grâce à des partenaires fidèles que je remercie vivement. Je vais nommer Calitom qui nous soutient depuis très très longtemps et qui justement nous fait confiance et nous a permis aussi d'avancer dans la visite du jardin pédagogique et à la découverte de la biodiversité. Et à la question, pardon... Sur quoi on doit encore s'améliorer tous ensemble ? Alors il y a toujours plein de choses, voilà, on a beaucoup de projets dans les tiroirs, il y a des événements qui arrivent, oui, qui font que voilà, on a une réflexion à mener sur notre environnement. Là, on
on a subi, alors le mot n'est pas forcément bien choisi, 5 inondations au jardin respectueux. Finalement, c'est un phénomène naturel très intéressant. Et je pense qu'on se rend compte, en fait, dans ces inondations, ce que la Charente peut brasser. Alors, on pense souvent aux inondations, voilà, ça enrichit les terres. Aujourd'hui, voilà, on a surtout un aspect visuel de ces inondations qui est un peu dur, difficile à regarder en face, avec tous les déchets qu'on peut produire et qui sont véhiculés par ce fleuve. Donc on a des idées, voilà, pour améliorer justement. C'était justement ma dernière question. Vous êtes aux premières loges de cette pollution et de tout ce que peut brasser la Charente. Vous dites d'ailleurs que McDo et Burger King sont très représentés dans ce que vous pouvez récolter après les crues. Quels sont vos projets pour notamment la reconquête du fleuve Charente et puis la pollution aussi, essayer de lutter contre la pollution de ce fleuve? Alors, on a en effet un projet qui s'appelle la reconquête du fleuve, puisqu'on a eu l'occasion de s'agrandir et d'aller justement chatouiller cette belle rivière, ce beau fleuve. Et on a un rapport aujourd'hui très intéressant aussi avec la Flo-Vélo qui est au bord de la Charente. Donc il y a aussi un tourisme qui est drainé par cette Charente. Donc je pense qu'on a des choses à faire aussi pour un tourisme vert, une éducation à l'environnement via ce nouveau public. Donc voilà, il y a des réflexions qui sont en cours. Et puis bien sûr, il y a l'aspect aussi paysage. Un jardin qui devient un jardin paysager, donc, et la présence aussi de l'œil d'artiste en fait, pour révéler ce potentiel, révéler cette nature, révéler cette biodiversité. Voilà, on aime beaucoup travailler avec les artistes locaux qui nous aident justement dans cette mission. Allez, une info pratique pour terminer et puis prendre date. Est-ce qu'on peut aller venir vous voir dans l'été et où et quand? Quand vous voulez, oui. Quand on veut. Quand vous voulez, mais il y a des événements très intéressants. Eh ben on y va. Voilà. Allez, donnez-nous un rendez-vous. Allez, un rendez-vous. Alors, il y a tous les jeudis, alors pas tous les jeudis, les premiers jeudis de juillet et les derniers jeudis d'août. Voilà, on fait une compliqué votre truc. 1er juillet, premier jeudi de juillet et le dernier d'août. On va les noter on dans la Charente Libre. On a des calendriers. Ah ouais, vous allez mettre dans la Charente Libre. Allez. Je vous donnerai un calendrier. En tout cas, on va faire quoi cette date-là? En tout cas, il va y avoir une dégustation des paysages. Voilà, on va vous guider dans la cueillette d'aromates et on va préparer ensemble un repas partagé. Et voilà, c'est assez intéressant parce qu'on apprend toutes ces plantes, toutes ces aromates. On apprend aussi les paysages. On raconte des belles histoires sur les paysages dans lesquels on a justement récolté ces plantes. Merci pour l'invitation. On la Merci à partagera vous, dans le bravo. journal. Avancez tous avec Sophie Violo, la présidente du CMSO. Venez faire la photo. Donnez-moi le micro. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous propose que vous restiez avec nous parce que c'était le dernier prix. On va demander à tous les lauréats de nous rejoindre. Ça va être une belle photo serrée. J'imagine que c'est pour la une de demain, mais Armel Leny viendra nous le confirmer. Donc tous les lauréats, tous les partenaires, venez nous rejoindre pour la photo finale une fois que celle-ci sera faite. Allez-y. On vous attend, oui, tout à fait. Applaudissez tous les lauréats, les partenaires qui nous rejoignent. Restez avec nous pour la dernière photo, on va vous garder. Voilà. Allez, tous les partenaires, tous les lauréats, on vient et on fera une photo avec tous les nommés tout à l'heure. C'est une photo de famille. Et je vous rassure, juste derrière, on va boire un verre. Entre autres, grâce à Ensi, qu'on ne remerciait pas assez. Voilà. Et bien sûr, Margot avec son prix, bien sûr. Voilà. Allez, on va essayer de vous regrouper les uns les autres. Allez, je laisse les photographes décider de la mise en scène. Julie, faut resserrer, je peux pas faire plus, hein. On va resserrer à mort, ok, très bien. Allez, on va mettre les porteurs de trophées devant. Les porteurs de trophées devant. Allez-y, les porteurs de trophées. Voilà, très bien, voilà. Allez, allez, resserrez-vous derrière, j'entends, je répète ce que dit Julie. Voilà, allez-y. Allez, hop. C'est pas ça encore. On lève les trophées pour la photo. Allez, allez, allez. Et maintenant, on lève les remettants de trophées. Allez, tous les lauréats, on va les avoir aussi. On va faire la photo dehors, me dit-on. Merci à toutes, merci à tous. On va remercier évidemment
tous les partenaires de cette soirée. Merci au Caribouche. Je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse encore le domaine de Bois-Bûcher qui accueille tout le monde, si vous voulez, l'équipe de Créa Sud, les équipes de Charente Libre. Et puis on vous donne rendez-vous, Armel, très bientôt, puisqu'on a un rendez-vous en septembre. Absolument, pour les 80 ans de Charente Libre, on vous proposera un programme et on fera ensuite le tour de toute la Charente pendant une année. Et le mardi 10 décembre, on sera à Cara. Pour les Charentais de l'année, effectivement. Je voudrais dire simplement un mot, on parle souvent d'écologie punitive. Moi j'ai vu que des gens heureux aujourd'hui, et que des gens qui portent de très beaux projets et qui en plus ont été éclairés par la parole éblouissante de Corinne Peluchon. C'était vraiment magnifique. Merci encore à Corinne et à vous toutes Merci et à tous. tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.